bienvenue à tous. Est-ce qu'on m'entend bien, Maxime? Un petit peu plus proche. Parfait. Bon, bien écoutez, je suis enchanté de vous voir. Je sais que les gens qui sont ici, j'imagine que vous êtes là par pur plaisir et par vouloir d'être là. Je ne vais pas critiquer contre les autres conférences qu'il y a une couple, je sais, qui sont obligatoires. Cela étant dit, moi, je vais me présenter d'abord. Mon nom est Louis Goulet, je travaille comme technicien de documentation à la bibliothèque. Vous m'avez peut-être vu, c'est vu ma face, c'est parce que vous fréquentez un peu la bibliothèque. En fin de compte, moi, je suis un amoureux des livres en tout, mais aussi, je suis un passionné de musique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment très heureux et honoré de recevoir M. Hugo Miudi, que je vais tutoyer, bien sûr, le reste. J'espère. Artiste, chanteur punk et auteur qui représente très bien le thème rebelle, qui est le thème de la thématique de l'édition Prenant la culture de cette année. Juste avant de commencer, je vais avec les petits mots d'usage. Je tiens d'abord à remercier les différents services du Cégep appuyant et rendant possible le Printemps de la culture, c'est-à-dire la direction des études, l'équipe de la bibliothèque, comme ma collègue Geneviève, qui m'aide énormément aujourd'hui, la coop, le Fonds de développement du Cégep et la direction des affaires étudiantes et communautaires. Je veux aussi qu'on ait une pensée particulière pour Caroline Dawson, qui est une professeure de sociologie au Cégep et qui était professeure et autrice. Elle est décédée il y a quelques mois d'un dur combat contre le cancer. Caroline s'est impliquée énormément au fil des ans dans cet événement-là qui est le Printemps de la culture. C'est pour ça que je tenais à souligner Caroline dans ce petit mémo-là. Dernière petite chose, les personnes qui souhaitent signifier leur présence de Sciences Humaines Plus, je crois qu'il y a les codes QR pour pouvoir s'inscrire. Vous avez dans les 48 prochaines heures, vous pouvez bien sûr vous inscrire et officialiser votre présence. Comme d'habitude, merci d'éteindre vos cellulaires, puis merci de bien vouloir rester jusqu'à la fin. Il va faire l'activité. En plus, il va y avoir une période de questions. On installera le micro un petit peu plus convivialement tantôt. Puis il va y avoir un tirage aussi de présence de 3 prix à la toute fin. Bon, bien, écoute. C'est quoi les prix? Les prix, il y a une carte cadeau de la coop. OK. Et puis, il y a des articles promotionnels de Sciences Humaines Plus. Le premier prix est meilleur. Ouais. C'est joke. C'est joke. Je te l'accorde. Bon, ben écoute, salut Hugo. D'abord, tu es connu comme chanteur des groupes Sainte Catherine, Yesterday's Rings, Miracle et de plusieurs autres collaborations. Comme la toute récente, je l'ai mis même dans la discographie que tu as là, c'est Squad Roach, avec ton band fétiche punk Letterface. Mm-hmm. Et puis, tu vois, là, j'en ai mis 24 parutions. On a parlé tantôt. Moi, je savais que c'était plus que 40. Tu as parlé de 43 au total. Tu vois, c'était pas mal prolifique. C'est quelque chose qui me surprend moi-même. En fait, j'avais jamais vraiment compté le nombre de disques ou de chansons que j'avais fait jusqu'à temps que, mettons, un journaliste le mentionne. J'étais comme, tabarnak. C'est comme 43 albums. J'ai commencé à 18 ans, j'ai 44 ans. Ça veut dire que je sais pas si ça me tente pas de compter, mais je pense que c'est plus qu'un par an. En tout cas, j'étais assez intelligent pour compter ça. Fait que c'est un peu ridicule. Mais écoute, à part ça, on te connaît comme le cofondateur du festival Punk Rock Poudza Fest, qui est ici au Centre-Ville de Montréal au mois de mai. Mm-hmm. Tu es aussi cofondateur du label Dare to Care. Tu étais cofondateur. Mm-hmm. Je suis encore fondateur. Tu es encore fondateur. Mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Puis bien sûr, tu es auteur de ces 2 livres-là. Mm-hmm. J'ai mis Pleurer devant du pain, qui va être le sujet un peu de la conférence de ce midi. Et bien sûr, le super école de poésie que j'ai eu la chance de découvrir récemment. Les regarder glisser leurs pieds dans le carré du sable. Très intéressant. Puis on vous connaît aussi comme artiste visuel. Je pense que c'est depuis quelques années déjà que tu te lances là-dedans. Je fais pas mal tous les arts à part la danse pour des raisons assez évidentes. Ouais. Ben, honnêtement, moi, pour te présenter, j'aurais pris mot pour mot ce qui se trouve sur ton site web. Là. Je pense à une belle touche. Il y a beaucoup d'inside jokes ou de blagues policiers. Je m'en souviens pas. C'est ta fameuse bio sur ton site. Sûrement humoristique, j'imagine. Tu vas en détail là-dessus. Mais je pense que ça résume vraiment bien ce que tu es. Sinon, écoute, je te laisse la parole pour te parler, pour que tu nous parles un peu de ton cheminement derrière. Avec plaisir. Comment tu étais, là, j'ai vraiment un jeune étudiant. Comme les gens qui sont ici. À votre âge, j'ai déjà eu votre âge, surprenamment. Merci ceux qui écoutent en ce moment, c'est gentil. C'est sûr que le thème rebelle m'interpelle. C'est quelque chose que, comme on parlait juste avant de commencer un peu, que pour ma part, je crois que c'est inné. De mon plus jeune âge, je me souviens de, mettons, 5 ans quand j'étais petit,
de me questionner énormément sur les règles, sur ce que mes parents disaient, sur les amis de mes parents, sur le concept d'aller travailler à tous les jours, sur la culture, sur ce que je voyais à la télé, tout ça. Je me suis toujours dit, il me semble que je ne ferais pas ça comme ça, ou il me semble que je trouve pas ça bon, ou que, tu sais, depuis que je suis très petit, puis, tu sais, il y a comme une espèce de mauvaise réputation au mot rebelle en général. C'est assez rare qu'on va dire positivement cette personne-là est un rebelle ou une rebelle. Puis c'est quelque chose que plus j'ai vieilli, puis plus j'ai commencé à faire de l'art, puis j'ai senti qu'il y avait d'autres personnes comme moi qui pouvaient être touchées puis se sentir moins seules dans cette espèce de rejet dans un sens, parce que c'est un peu un rejet, tu te fais un peu rejeter malheureusement, ou tu te rejettes toi-même de la société parce que tu te sens pas interpellé par autant la culture que la vie en général. Donc, un peu le restant de ma vie, donc de l'âge à 18 ans jusqu'à aujourd'hui, mon but est un peu de toucher d'autres gens qui étaient comme moi quand j'étais plus jeune, ou même des gens de mon âge aujourd'hui qui peuvent se sentir seuls, puis en mettant des mots des fois ou des images ou de la musique sur ce sentiment-là, bien, ils se sentent moins seuls. Fait que ça a été un peu mon but dans la vie. De l'enfance jusqu'à l'âge de 18 ans, je jouais au hockey, puis mon but, c'était de jouer au hockey dans la Ligue nationale. Ça, c'était ça mon rêve. Puis même tu sais, on pense que les joueurs de hockey, bien, la plupart ne sont pas extrêmement rebelles, j'en conviens. Puis même moi, là-dedans, je me sentais justement pas trop à ma place. J'étais super bon au hockey, je jouais toujours dans l'élite, mais j'étais goaler. Déjà, c'est comme un peu le cave de l'équipe. Puis, à un moment donné, justement, à un certain âge, un petit peu vers votre âge, le clash devient trop gros. Tu sais, comme le monde qui veulent faire sérieusement du sport ont une espèce de façon de voir les choses, de façon de penser, de discipline et tout ça, qui est impossible que je puisse adhérer ou tolérer. Donc, je me suis tourné vers la deuxième affaire que j'aimais le plus, qui était l'art. Fait qu'initialement, j'étais allé au cégep Marie-Victorin en art visuel. Puis, j'aimais vraiment ça. J'ai pensé à être artiste visuel et peut-être prof d'art, parce que je trouve ça a quand même l'air cool comme type de travail. Sauf que vers l'âge de 17-18 ans, j'ai commencé à chanter dans les bands punk. Puis assez rapidement, premièrement, j'ai eu la piqûre. J'ai trouvé ça vraiment le fun d'avoir l'attention, de pouvoir justement un peu libérer l'espèce de frustration que tu as par rapport à la société, par rapport aux normes, tout ça, de pouvoir crier ça sur un stage puis que le monde ne te trouve pas fou, tu sais, c'est juste comme normal. Puis de rencontrer d'autres mondes comme moi, surtout. Puis très rapidement, c'est ça, vers l'âge de 18 ans, on faisait des tournées aux États-Unis, puis j'ai signé sur une compagnie de disques de New York, puis j'ai lâché... Ben, j'ai fini mon cégep, mais j'ai été juste une session à l'université, puis j'étais comme... je vais juste être chanteur punk, tu sais. Puis là, aujourd'hui, je le dis, puis je trouve ça normal parce que je l'ai fait, mais tu sais, c'est pas une genre de décision normale, là, tu sais, parce que, tu sais, je pense que, mettons, avant moi, au Québec, je suis pas sûr qu'il y ait déjà quelqu'un qui a vécu d'être un chanteur punk. Je pense pas qu'il y en a eu depuis non plus. Donc, c'était un peu, tu sais, un guess. C'est un peu une mauvaise décision dans un sens, sauf que ça allait justement... c'était vraiment ma vraie personnalité puis ce que je voulais être. Donc, c'est le seul moment que je me sentais vraiment à ma place, c'est quand je faisais partie d'un band punk, puis je faisais des tournées, puis je faisais des shows, tout ça. Fait que j'ai continué, puis j'étais assez chanceux pour faire ça de ma vie jusqu'à très peu longtemps. En fait, en 2023, j'ai décidé que c'était ma dernière année parce que, premièrement, j'avais fait le tour de ce qu'il y a à faire, selon moi, dans la musique. Puis, encore une fois, si on revient au terme rebelle, je ne suis pas beaucoup fan de répétition, dans le sens que je trouve que si tu es un artiste qui a une certaine valeur, tu ne répètes pas les mêmes choses, parce que sinon, ça devient pas vraiment de la création, ça devient de la répétition. Fait qu'à un moment donné, ben, comme on disait, j'ai fait 40 quelques albums, puis genre 500 tonnes. À un moment donné, ça ne me tente pas non plus de faire un album jazz juste pour faire différent, là. Fait que j'ai décidé de faire autre chose. Puis
encore une fois, je suis assez chanceux pour avoir d'autres talents, dont l'art visuel, que j'avais mis de côté pensant que j'allais y retourner, mettons, à 60 ans. Genre dans un chalet tout seul, mais finalement, je suis retourné plus rapidement. Puis comme on disait, ben, j'ai un festival de musique que je suis le fondateur puis le président, puis c'est ça que je fais comme 60% de mon temps, mettons, c'est gérer ça. Puis encore une fois, c'est très en ligne avec la rébellion parce que, premièrement, on est rendu le seul festival indépendant sur l'île de Montréal. Tous les autres festivals appartiennent à Evenco, qui est une multinationale possédée par des Américains. Puis aussi, ben, on met de l'avant des artistes indépendants et aussi beaucoup d'artistes féminins, beaucoup d'artistes queer, beaucoup de gens de toutes les cultures possibles, puis juste le style de musique punk en général n'est pas la culture populaire. Donc, pour moi, c'est totalement en ligne avec ma pensée puis ma façon de vivre. Puis sinon, ben, c'est ça, j'ai écrit des livres aussi parce que j'étais capable de le faire. Non, mais parce que je me souviens pas. En fait, je me suis fait engager initialement pour écrire des articles pour Urbania puis Vice. Je vais t'en parler, oui. Puis j'ai comme commencé à aimer ça écrire, puis là, on me payait pour écrire, puis là, après ça, j'étais rendu chroniqueur à Radio-Canada. J'étais comme Chris, c'est facile finalement. Puis c'est ça, à force d'écrire, ben, tu pognes le tour un peu, là, puis c'est pas si loin d'écrire des chansons. Fait que là, il y a du monde qui m'ont approché pour t'aimerais-tu ça écrire un livre tranquillement. J'ai décidé que oui, ça m'intéressait. Fait que là, je fais ça aujourd'hui. Mais quand je vais te poser une question ouais, de suite, vas-y. parce que vivre selon tes convictions, c'est-à-dire pas avoir de patron, vivre librement, avoir je pense que c'est aussi cette façon de vivre-là qui t'est propre, puis tout ça. Est-ce que ça amène son lot d'angoisse, son lot d'insécurité? Parce qu'on ou non, soit, tu sais, quand tu as une famille élevée à nourrir et tout ça, il y a des comptes à payer à la fin du mois. Pour toi, je sais que ça prend... je pense pas tout le monde qui serait peut-être apte à faire ça. C'est pas pour tout le monde, c'est sûr. C'est pas pour tout le monde, c'est sûr. Non. Mais toi, comment tu le vis? Comment tu vis, mettons, avec ça ou avec le fait que tu sais pas ce qui va t'attendre, genre, tous vos projets? Je pense que c'est naturel pour moi, puis... j'ai été chanceux, comme je dis, j'ai jamais eu tant de bout dans ma vie que j'étais comme, oh fuck, le loyer s'en vient. Peut-être vraiment très jeune, là, mais genre, mon loyer devait coûter 120$. C'était pas si grave. Mais c'est ça, j'ai été chanceux d'avoir beaucoup de contrats et de projets. Puis je suis comme, je ne l'ai pas dit au début, mais je suis TDA vraiment à fond. Là, puis pour moi, je dis pas que je veux pas dire que c'est un avantage pour tout le monde, mais je pense que pour moi, c'est un avantage que j'ai découvert plus tard parce que ça m'a permis de justement pas vraiment m'attarder aux affaires qui m'intéressaient pas parce que j'en ai pas vraiment la capacité, honnêtement. Puis quand tu es jeune, t'as l'air de comme te foutre. C'est juste que, très honnêtement, puis mes deux enfants, ils sont aussi. On n'a pas la capacité de comme s'intéresser à quelque chose qui ne nous intéresse pas vraiment. Je suis pas capable d'écouter vraiment quelque chose qui ne m'intéresse pas. Donc, ça fait que mon focus est tout sur les affaires que j'aime. Et aussi, très souvent, le TDA vient avec un hyper-focus que moi, j'ai aussi. Ça fait que je peux passer comme 14 heures de suite à écrire, alors que la plupart du monde, pas vraiment. Comme, il y en a d'autres, là, je ne suis pas le seul au monde. Mais c'est pour ça aussi que je fais énormément d'affaires comparativement à d'autres mondes. Puis, souvent... c'est comme, tu dois mettre vraiment beaucoup de temps, mais je ne mets pas plus de temps. C'est juste que quand je rentre dans une affaire, je le fais. Là, je vais au bout du truc. Fait que non, j'ai pas eu ce côté-là de stress, mais oui, c'est une situation stressante pour quelqu'un qui n'a pas cette confiance-là. Parce qu'en effet, si tu me dis qu'est-ce que tu vas faire dans 6 mois, j'ai aucune idée. Aucune idée qu'est-ce que je fais dans 6 mois. Tempérament de personne aussi, des personnes anxieuses dans la vie. Je suis pas vraiment anxieux. Je suis pas vraiment anxieux. Je crois beaucoup à comme que les choses se font tout seul un peu là. Je sais pas. Mais tu sais, encore une fois, je suis conscient de la chance que j'ai. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Sauf que mettons, c'est un conseil que je donne souvent à des jeunes artistes ou des gars dans des jeunes bands ou des filles évidemment qui sont comme c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Puis en fait, ce qu'il faut faire, c'est le faire tout court puis le faire au complet. C'est parce que mettons que tu pognes une job, puis on the side, tu te fais un band, impossible que ton band ait du succès. Si tu fais ton band au complet, puis que tu te foutes un peu de l'argent, puis de tout ça, là, tu as des chances que, est-ce que ça va être garanti? Absolument pas. Sauf que tu as des chances que, si tu fais tout un peu à moitié, tu n'as aucune chance qu'aucune des affaires fonctionne, selon moi. Fait que c'est un peu pour le plaisir, comme mon ami Maxime ici, qui est dans le groupe Fuck Tout.
qui, tu sais, je pense que tu peux le faire, mais c'est sûr que tu gagneras peut-être pas ta vie avec ça. Non, Mais exact. Tu peux le comme- faire, puis ça peut être bon. Là, je veux dire, c'est pas ça que je veux dire, mais est-ce que si tu veux que ça soit ta job, ben il faut que tu décides Ouais, c'est que ça ça. soit ta C'est job. ça, Tu sais, je comprends. sinon, évidemment, ça va être sur le site, puis c'est bien correct. Évidemment, ça en prend, puis je juge pas ça, mais tu sais. Mais c'est vrai que c'est pas pareil. Là. Si tu veux Non. développer ta carrière, tu veux Exactement. vraiment fonder Puis- des choses, je comprends. C'est ça. Puis, tu sais, souvent, quelqu'un, du moins au départ, là, quand tu commences à faire de la musique, c'est sûr que la plupart des gens vont rêver de faire ça comme job parce que ça reste pas mal la Ben plus oui. fun job qui existe. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est comme si tu jouais avec tes amis, mais t'es payé. Tu sais, c'est quand même cool. Fait que c'est ça. C'est un peu mon conseil, c'est d'y aller à fond. Puis encore une fois, de là, la thématique rebelle revient parce que tout ton entourage va te dire que c'est pas une bonne idée. Là. Autant tes meilleurs amis, ils vont tous te dire ouais, mais là, tu sais, ton band fuck tout, là, ça marchera pas. Là, tu sais. Puis là, t'es comme ouais, mais moi, je veux le faire pareil. Tu sais, c'est ça. Bon, écoute, je vais interrompre là-dessus. On va continuer un peu là-dessus. Je voulais profiter du fait que toute ta musique, tout ça, qu'on voulait, pour ceux qui te connaissent peut-être un peu moins, peut-être que Ah, juste non. une vidéo vaut 1000 mots, on peut y aller vraiment que. Ça, je m'écoute. Ok, on va y aller avec ça. C'est bon, on va sortir de là. Et voilà, ici. Je vais vous montrer. Tu vas-tu dans l'ordre de ma carrière? Hein? Je vais un peu dans le désordre. Je vois qu'il y a une toute qui, moi, je Je veux trouve, pas te m'entendre représente quand- bien. Mais en quand fin de j'étais compte, jeune. moi, je trouve que c'est ça, je vais y aller avec L'Exorciste, qui Ouais. est pour moi une tune vraiment autobiographique. Puis en plus, qui met en vedette ton fils Milan. Oui. Je veux dire, moi, je Quand il trouve avait ça- comme 14-15 ans, je pense. là. Ouais. Il va avoir 18 demain. Ah ben, on part ça. J'avais peur de débouler dans les escaliers. J'avais peur que mon chômeur et de l'oublier. J'avais peur de perdre ta main dans le foule à Walt Disney. De vieillir seul et de m'ennuyer. J'avais peur de prendre trop tôt et de t'ébosser. J'avais peur que mon frère me trouve imbécile. J'avais peur de faire du moche et de rester pogné. Que mes parents divorcent et c'est arrivé. J'ai besoin d'un exorcisme. Les yeux qui revirent à l'envers pour retourner en arrière. J'ai besoin d'un exorcisme. Descendre les marches à l'envers pour tout laisser au hasard. J'avais peur de déménager et de plus te voir. J'avais peur de l'eau du métro, j'avais peur dans le noir. J'avais peur de passer ma vie à travailler. Mais j'ai compris et j'ai arrêté. J'avais peur à la cour d'école de me faire humilier. J'avais peur de rentrer seul, de me faire kidnapper. J'avais peur de me tromper et de décevoir. Peur de la mort et d'être oublié. J'ai besoin d'un exorcisme. Les yeux qui revirent à l'envers pour retourner en arrière. J'ai besoin d'un exorcisme. Descendre les marches à l'envers pour tout laisser au hasard. J'ai eu besoin d'un peu de temps, mais aujourd'hui je suis guéri pour toujours. J'ai besoin d'un exorcisme. J'ai besoin d'un exorcisme. Yeah. Je l'avais jamais rechecké, le clip, il est malade. Pour vrai.
Ouais, Ça fait longtemps. c'est rare, je Quoi? check mes clips, je te dis. Ouais, ça doit. Mais je trouve ça cute de voir mon fils, là, c'est pas mal ça. Des punch pour tantôt. Ouais, c'est ça. Ça va être drôle de voir ton fils. Puis je voulais savoir, c'était-tu autobiographique, un fait vécu, ce vol dans un dépanneur là? Ou... Ah, ben, je volais vraiment beaucoup quand j'étais jeune. Fait que oui, là. En fait, je sais pas, je devrais dire ça, je m'en fous un peu, mais on volait vraiment beaucoup quand j'étais en tournée avec Sainte-Cat à travers le monde, là, parce que c'est ça, c'est peut-être le seul bout comme dans ma vie que je n'avais pas d'argent, justement. Puis, ben, ça fait partie de se débrouiller, dans le sens que, tu sais, il y a des façons de se débrouiller. Puis, tu sais, on avait vraiment pas d'argent, puis on tournait beaucoup aux États-Unis. Fait que, tu sais, mettons, on volait au Walmart, là, tu sais, que je trouve pas ça si grave comme action, dans le sens qu'ils ont des assurances, puis ils sont milliardaires. C'est pas si négatif pour eux, là. Tu sais, je volais pas chez du monde, là. Mais, ouais. Écoute. J'espère que mon fils, il vole pas, tu sais. Ça serait, écoute, je voulais vraiment aller au bout du sujet, peut-être ton livre, ton récit, je pense, autobiographique, si on veut, qui parle de tes 2 dernières tournées, officiellement, en tant qu'artiste solo à ce moment-là. Ben, tu sais, c'est là-dedans, tu glisses énormément d'anecdotes par rapport à ta tournée. Je trouve ça, tu exposes vraiment ta grande vulnérabilité, ton humilité, même ton amertume vis-à-vis le fait, tout le métier de chanteur, tes problèmes de santé, tout ça. Déjà que tu t'étais beaucoup ouvert dans tes chansons, surtout dans tes albums solo, beaucoup aussi dans le livre de poésie, je vais tantôt celui-là ici. En fait, c'était quoi la démarche derrière Pleurer devant du pain? Quand au départ, c'était juste un journal de bord que tu voulais faire de ta tournée? Puis c'était quoi, en fin de compte, la démarche derrière ça? En fait, c'était une commande encore de Radio-Canada. Je ne sais pas pourquoi je suis si ami de cet institut. Mais ils m'ont demandé de faire une espèce de journal de ma dernière tournée qui était au Mexique, je crois. Oui, Mexique ensuite. Puis après ça, je n'ai fait une en France. Là, mais initialement, c'était juste au Mexique. Puis ils voulaient que j'écrive des articles pour le site web de Radio-Can. Puis là, quand j'ai fini comme l'écriture de ça, puis je l'ai envoyé à mon éditrice, dans le fond, Pénélope, qui a sorti mon premier livre. Puis là, elle a tout de suite dit « Ah non, ça, c'est un livre. Genre, tu sais, donne pas les articles à Radio-Can. » Puis là, quelques temps après, j'ai eu l'offre pour aller en France pour une autre dernière tournée parce que, tu sais, je m'étais dit, le Mexique, c'est ma dernière, majoritairement à cause de mes problèmes de santé. Là, j'avais des douleurs extrêmes dans ce temps-là et tout ça. Fait que c'était comme plus ou moins endurable. Mais là, il y a eu l'opportunité de la France que j'ai pas mal pris pour le livre, là, tu sais, dans le sens que j'aime ça aller faire des tournées en France, mais il n'y avait plus de... C'est pas un développement de carrière parce que je savais que j'arrêtais et c'était pas pour l'argent parce que c'est pas payant aller faire une tournée en première partie en France. Fait que je l'ai fait un peu juste pour écrire le livre. Fait que c'était vraiment ça. Puis encore une fois, pour moi, le livre est un peu anecdotique. Là, je l'écrivais en me disant, genre, c'est drôle, puis ça peut un peu comme montrer la réalité de quelque chose qui n'est pas si connu que ça. Là, faire des tournées à travers le monde, mais pas dans un groupe connu. On ne sait pas trop c'est quoi. Quand tu dis à quelqu'un, je fais une tournée en Europe, t'imagines que tu es en tour bus, que c'est vraiment glam. C'est pas nécessairement glorieux. Non. Là, même si toi, tu es déjà connu d'une renommée, tu n'allais pas là nécessairement au Mexique pour faire de l'argent. Pas du tout. C'était pour l'expérience. De ton livre. Oui, exact. Les gens te posent la question, tu vas là pour quelque chose, pour ton nom est déjà fait. T'as pas besoin c'est dur pour le monde d'accepter ça, de faire des choses pour aucune raison. T'sais. Puis ça fait partie un peu du côté rebelle. Encore une fois, la plupart des choses que je fais dans ma vie, il n'y a pas de raison vraiment à part ça a l'air cool, je vais essayer. T'sais. Puis, j'ai fait autant des affaires que je trouvais trop payantes pour ce que c'était que des affaires qui étaient vraiment pas assez payantes pour ce que c'était. Mais au bout de la ligne, ça revient, ça s'équivaut. Fait que je dis genre oui pas mal à tout que je trouve qui a l'air intéressant. Puis je suis tellement curieux que je veux souvent le faire juste pour voir c'est quoi. Puis à date, j'ai été chanceux, ça a porté fruit. Fait que c'était pas mal ça le but. Puis c'est ça, moi je trouvais que le livre était drôle, puis à la limite moyen, intéressant. Puis finalement, quand il est sorti, premièrement, il était vraiment plus populaire que l'autre. Puis genre, j'ai eu littéralement des centaines de messages de monde qui ont été touchés, qui ont été... je pense parce que tu trouves énormément, comme je parle. C'est ça, mais je m'en rendais pas compte. Peut-être, j'en parlais tantôt, ton personnage de scène, tout ça, mais peut-être les gens ne te connaissaient pas
de cette façon, oui, comme on disait tantôt, si on écoute tes chansons, on le voit surtout avec les albums solo, mais même dans le temps de Sainte-Catherine, tu as vu quand le dernier album, Fireworks, tu parlais de la fin un petit peu. Oui, vraiment, c'était définitivement. comme la fin d'un groupe, la fin, tout était pas mal là-dessus. Puis, mais quand même, il y a une démarche là-dedans qui était vraiment Je pense très que c'est personnelle en même temps, parce qu'il y a tout le genre de bar, mais vraiment l'intro, je trouve ça vraiment... vraiment, là, je trouve. qu'on fait dans un spectacle. D'ailleurs, Ouais. on fait un spectacle comme de littérature que c'est pas mal l'intro du livre que je fais, là, mais je pense que c'est aussi pour du monde qui n'ont pas accès ou qui sont pas intéressés à ma musique, justement, dans le sens que il y a beaucoup de monde qui m'écrivait parce que, tu sais, dans le fond, le livre parle d'arrêter un rêve. Tu sais, dans le fond, mon rêve, c'était d'être un chanteur. Je l'ai atteint. Je l'ai vécu vraiment longtemps. Puis je trouve ça encore cool. Là, tu sais, je pourrais encore faire ça, mais volontairement, je l'arrête. Puis ça, c'est vraiment dur à comprendre pour bien du monde. Puis il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit par rapport à ça, selon leur expérience, mettons leur job ou leur vie de famille ou leur couple, parce que c'est la même réflexion quand même. Tu es comme, hein, je suis rendu exactement où ce que je voulais, mais c'est pas assez pour moi ou c'est trop pour moi ou whatever. Mais je veux faire d'autres choses, je veux recommencer ou je veux annuler ça puis aller ailleurs. Tu sais. Puis ça, je pense que j'avais pas vu venir cette espèce de relation-là avec les autres. Là. Je comprends. Écoute, je vais te aller avec ce qui revient souvent, ou surtout au début, tu parles beaucoup que tu te sens comme un imposteur, un chanteur. Moi, je veux dire qu'au début, tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte, est-ce que c'est peut-être quand tu as réussi à faire pleurer Norman Brathwaite, une interprétation d'Always on My Mind de Willie Nelson en direct à Belle et Bomme. Que j'ai arrêté de me sentir imposteur? Tu t'es senti, ouais, c'est comme un vrai chanteur. Je me sens encore imposteur, je te dirais, même là, avec l'album de Roach Squad qu'on a sorti récemment. Tu sais, pour moi, que, mettons, un de mes groupes préférés de tous les temps me demande, moi, de chanter dans leur nouveau band. Moi, je suis comme, ben voyons, pourquoi? Pourquoi vous chantez pas vous-même? Pourquoi vous demandez à moi? Vous n'avez pas d'amis? Comme, je pense que c'est sain, là, dans le sens que c'est pas de la fausse modestie. Je sais que je suis bon dans certains aspects d'être chanteur, mais est-ce que je me considère comme genre un chanteur? Vraiment pas. Là, je suis juste capable de le faire. Sauf que, mettons, dans mon cas, je trouve que, mettons, j'ai des bonnes idées de paroles, j'ai des bonnes idées de mélodie. Puis, genre, ma personnalité est intéressante. Maintenant, je le sais, là, je te dirais que ça m'a pris du temps. Mais, pour avoir vu après ça des milliers de shows, puis tout ça, je sais qu'il y a quelque chose là, Puis, ça va peut-être gêner plus jeune, mais maintenant, c'est quelque chose que je célèbre. T'es comme ça, puis tu te fais complimenter, puis à un moment donné, tu finis par le prendre parce que c'est comme non, je suis pas, ça vient plate. Là, fait que c'est ça. Puis tu l'as dit souvent à la blague, dans les chansons comme ça, tu as fait ça au début quasiment pour que ton frère te trouve cool. Ah, encore aujourd'hui. Est-ce qu'il te trouve cool, ton frère? Moi, c'est la grosse question. Finalement, en bout de ligne. C'est pas quelqu'un qui me le dit tant que ça, mais récemment, il m'a montré genre son top Spotify de l'année. C'était genre tous mes albums. Tu sais, comme il y avait autant de mes vieux albums que des récents. Puis c'était comme, OK, j'ai réussi. Ben ouais, je veux dire, on s'entend super bien et tout, mais tu sais, est-ce qu'il me trouve cool? Je sais pas. Là, mais c'était en effet une de mes motivations jeunes. Je trouvais que mon frère était vraiment cool, qui a comme 3 ans plus que moi. Puis, pas mal à la musique, ouais, c'est la musique punk, là, genre surtout. Là, moi, j'écoutais genre Motley Crue puis Poison, tout ça quand j'étais enfant. T'sais. Puis là, lui, il était plus vieux, donc il a commencé plus tôt à écouter des affaires cool. Puis, c'est ça. Fait que, même au début, quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à jouer dans un band, puis je chantais sur un stage, je me disais, hey, j'espère que mon frère va trouver ça bon, tu sais. Puis même aujourd'hui, comme, tu sais, il vient pas me voir si souvent que ça, là, aujourd'hui, mais quand il vient, puis je sais qu'il est là, je me dis, j'espère qu'il va me trouver cool, tu sais. Fait que c'est quand même une motivation véritable, là, je trouve, tu sais. Mm-hmm. Qui est mieux que, genre, que des inconnus ou que des filles, tu sais, genre... Ouais. Qui est une autre motivation valable, mais peut-être moins concrète, genre moins importante peut-être. Je comprends très, très bien. Aussi, dans les pages de ton livre, tu permets d'envoler sur la culture populaire. Pour te paraphraser, tu dis carrément « La culture populaire, c'est de la merde ». Oui, quand même. Puis tu dis aussi que ce n'est pas pour toi, que tu n'as jamais fait ça pour être populaire. Justement, ça va rejoindre un peu ce que tu dis en tant que chanteur. Définitivement. Puis, mais à un moment donné, sans le vouloir, as-tu pensé, en enregistrant une chanson, en l'écrivant, tout ça, que tu aurais un certain succès? On l'a vu tantôt, pour moi, l'exercice, ça a quand même connu une certaine... Ça jouait à la radio, là, mais j'ai jamais pensé jouer à la radio, non. Mais tu pensais-tu juste ça, peut-être, à un moment donné, parce qu'on sait, dans le souhait, j'imagine qu'un chanteur, tu es dans un groupe, sans le vouloir, jamais. contre-culture, mais
juste dire, hey, je pourrais avoir un gros succès? Non, jamais. En fait, moi, encore une fois, je vais avoir l'air ça va avoir l'air de la fausse modestie, mais je trouve que j'ai connu beaucoup plus de succès que j'aurais dû. Dans le sens que, tu sais, mettons, les Sainte 4, là, c'est un band punk, là, tu sais. Puis les sujets, les thèmes, la façon qu'on jouait, tout ça, on n'était pas supposé d'être dans la presse, dans le Devoir, puis d'aller à la Musique Plus, puis tout ça, tu sais. C'est comme une espèce de... Je sais pas pourquoi c'est arrivé, mais c'est arrivé. Puis moi, je suis pas supposé être chroniqueur à Radio-Canada non plus, tu sais. C'est des hasards que je célèbre encore une fois aujourd'hui parce que genre, je suis content, c'est le fun comme parcours. Mais j'ai jamais même réfléchi légèrement à la popularité dans la culture générale. Moi, ce que je voulais, c'est que le monde qui écoute des bands que moi j'écoute aime mon band. C'était ça, tu sais, je veux dire. Moi, j'écoutais Jawbreaker puis Hot Water Music, tout ça, puis je voulais que le monde qui aime Hot Water Music, qui aime Sainte 4. C'était ça le but, tu sais. C'était pas genre, hey, je veux jouer avec Extérieur à la télé, là, je m'en crissais de ça, tu sais. Fait que, mais tu sais, sauf qu'on a été chanceux pour que ça arrive, ce genre d'affaires-là, tu sais. Une tribune aussi avec Musique Plus, je pense. J'ai été chroniqueur à Musique Plus. Tu sais, comme même là, tu sais, genre hier, j'ai reçu une demande pour aller faire une critique de livre à Il restera toujours de la culture, tu sais. Puis à chaque fois que je reçois ça, moi, je trouve ça drôle, tu sais. C'est comme, je suis comme, ah, Sophie, ils m'ont invité encore à restera toujours de la culture pour, tu sais. Dans ma tête, c'est comme, j'ai tellement pas rapport là, tu sais. Sauf qu'ils me le demandent, tu sais. Puis là, je suis comme, je suis l'espèce de punk de service stupide. Il m'invite-tu pour rire de moi, mais non, je pense que. C'est ta personnalité attachante. Je pense qu'il m'aime. Je pense qu'il m'aime, finalement. Mais c'est ça, fait que je me trouve super chanceux d'avoir comme réussi à crossover. Puis, tu sais, j'imagine que tu nous as vus dans le temps, tu sais. Oui. Le monde nous trouvait arrogants. Ben, surtout moi, là. Oui, je vais t'en parler. Arrogants, gentils, comme on n'était pas super gentils. Tu sais, c'était pas ça le band, là. On n'était pas. Tu sais, ça faisait partie du. Je regrette pas vraiment parce que dans le sens, je trouve que ça faisait partie de ce qui était intéressant de Sainte 4. L'espèce de côté, genre, on n'était pas approchable. C'était un peu comme. Ça avait l'air un peu, genre, sec quasiment, là, tu sais, comme notre gang, tout ça. Fait que, tu sais, je pense pas que j'étais prédisposé à aller faire des critiques de livres à Radio-Can, mais la vie en a voulu ainsi. Je suis bien content. Ben écoute, je vais y aller avec ça. Ouais. C'était justement punk arrogant, je pense, pour l'avoir vu un peu, comme tu dis, autant avec Yesterday's Ring, tu ne gênais pas pour dire des affaires sur scène et tout ça. Puis, penses-tu qu'à un moment donné, même je pense que tu l'écris un peu dans ton livre, tu dirais, est-ce que tu sens qu'à un moment donné, tu t'es comme créé au début, c'était comme tu dis un peu l'entité de votre band, comme ça. Mais à un moment donné, avec le temps, tu penses que c'est devenu comme un genre de personnage de scène qui. Trop gros un peu? Peut-être, oui, qu'aujourd'hui, tu aurais apprécié, tu sais, que tu as de la misère peut-être à sortir de ça et afficher ta vraie personnalité. On dirait que les gens s'attendent encore, même quand ils vont te voir dans tes tournées solo, ils s'attendent encore les musiques. Que je les envoie chier. Puis irrévérencieux. Je vais t'avouer quelque chose, et puis c'est peut-être un peu plate, là, mais j'ai un peu surestimé le public, dans le sens que j'ai pensé que le monde comprenait que souvent c'était des jokes, tu sais. Mais à un moment donné, vraiment plus vieux, là, je parle à 40 ans, là, je me suis rendu compte il y a comme beaucoup de monde qui ne comprennent pas les deuxièmes degrés, puis qui ne comprennent pas que quand on dit genre on est le meilleur band au monde, c'est pas vrai là, qu'on pense ça, là, c'est une joke, là, tu sais, je veux dire. Fait que j'ai un peu slacké là-dessus plus tard, là, tu sais, comme maintenant, c'est plus vraiment mon genre d'affaires que je fais. J'aime mieux, dans le fond, rire de moi-même maintenant que de comme. Ouais, tu sais, sauf que c'est ce que moi j'aime. Tu sais, moi j'aime ça l'art qui dérange, l'art arrogant. Tu sais, quand j'étais jeune puis je voyais, mettons, les Sex Pistols à la télé, je trouvais ça cool. Serge Gainsbourg, je trouvais ça cool parce que j'étais comme, aïe, ils osent faire ça. Eux autres, tu sais, au lieu d'être des suckers de genre, merci, c'est tellement le fun ici. Sans ça m'intéresse pas, j'aime pas ça. Balardo était pareil aussi. Ben exactement, j'adorais aussi. Puis quand j'étais enfant, j'aimais ça, tu sais, puis j'ai voulu faire ça. Mais tu sais, avec du recul, c'était peut-être des fois mal dirigé, parce que, tu sais, dans le fond, j'avais une espèce de frustration en dedans de moi. Mais tu sais, c'est pas le public qui doit subir ça, tu sais, c'est comme. Fait que, tu sais, des fois, c'était maladroit, mais c'est une affaire d'âge, là. À 23 ans, tu connais moins la vie qu'à 40, là. Oh, ouais, écoute, tu as le côté, on va revenir un peu sur la culture populaire. Tu as failli faire la voix. J'ai pas failli faire la voix. Tu l'as fait un peu. Écoute, tu l'as fait approcher. Mais on sait que le concours, puis toi, déjà, en partant, on peut le dire, tu détestes les concours de style télé-réalité, de Star Academy, tout ça. Mais puis tu avais été approché. C'est un stunt, en fait, là. Oui, OK. Puis ça, à la blague. Tu l'as fait un peu à la blague, mais tu l'as fait quasiment prendre... Je l'ai fait pour l'article du Vice. Ouais, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que parce que ça c'est une affaire que je savais pas, mais dans le fond, la voix... Tu sais, oui, il y a des auditions là, dans les hôtels partout au Québec,
Mais en vrai, ils choisissent les participants, tu sais. Fait que moi, ils m'ont appelé à un moment donné, une recherchiste m'a dit genre, ouais, on aimerait beaucoup que tu sois un participant cette année à La Voix. Tu n'as pas besoin d'aller à l'affaire, tu peux tout de suite passer aux vraies auditions, là, tu sais, comme aux auditions devant le dude, là, Stéphane Laporte. Stéphane Laporte, exact. Tu peux tout de suite passer devant ça. Puis là, tu sais, moi, tout de suite, ça m'a allumé une cloche. J'étais comme, OK, il faut que je profite de cette affaire-là. Fait que là, j'ai contacté Vice, j'écrivais déjà des trucs pour Vice. Puis là, j'ai dit, hey, je vais faire les auditions de La Voix, puis je vais écrire un article. C'est d'ailleurs mon affaire, je pense, la plus populaire que j'ai faite, comme dans les médias. Là. Tu sais, il y a eu, genre, c'était genre tout le monde le sharait partout au Québec, là, c'était fou. Fait que j'ai fait l'audition devant Stéphane Laporte. J'ai été pris. Fait que là, l'étape suivante, c'était la télé, la première télé, là, que là, le monde y servait, je pense, ou whatever. Oui. Puis là, ben là, ça, légalement, je ne pouvais pas le faire. Mais j'aurais peut-être été jusque-là, puis après ça, j'aurais lâché, là, parce que ça aurait été drôle de faire la première télé. Mais c'est ça, il y avait plein de contrats, puis tu sais, il faut comme que tu aies... Moi, j'avais genre 3 contrats de 10, tu sais, je pouvais pas comme vraiment. Tu étais à l'approche de ton album solo, je pense que oui, je me souviens pas c'était quelle époque, mais je sais que je pouvais pas légalement le faire. J'avais un agent, j'avais un manager, tu sais, j'avais plein d'affaires. Fait que je leur ai dit, je peux pas le faire. Mais puis là, j'ai écrit l'article pour tout expliquer comment que ça se passait. Puis tout ça, ça a vraiment été populaire. Puis évidemment, il y a du monde qui est en crise contre ça après. Tu sais, comme un peu les dessous. Des radios de Québec qui étaient comme genre, ça se moque de la culture. Mais ouais, j'ai bien aimé ça, faire ça, c'était fun. Puis par rapport à ça, ton bon chum Colin Moore qui l'a fait, t'as-tu jugé? C'est vrai. T'as-tu jugé Colin après de voir... Ben oui, je l'ai jugé, là, dans le sens que, tu sais, je veux dire, je l'ai pas jugé à la mort, là, mais tu sais, je trouve pas que c'est comme... Je trouve pas que ça a de valeur, personnellement, là, tu sais, je trouve que c'est comme... C'est du karaoké, là. Si tu trouves que... Si tu trouves que c'est cool de chanter du karaoké, je trouve ça le fun moi aussi, là, mais ça n'a pas de valeur artistique. Je trouve que Colin, c'est un bon exemple. Il est trop talentueux et il est trop bon pour aller dans une affaire de même. C'est un peu comme s'abaisser à un niveau qu'il ne mérite pas. Mais tu sais, est-ce que je juge? Non, parce que lui, il travaille sa construction puis il s'est dit, genre, pendant peut-être un an, je vais être capable de ne pas travailler sa construction. Fait que je suis conscient, là, mais tu sais, est-ce que je juge artistiquement la décision? Oui, je la juge, mais pas l'humain. C'est ça. Bien, si on revient culture populaire, culture punk, je vais te poser la fameuse question qui tue. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est punk, qu'est-ce qui ne l'est pas? Je pense depuis le mouvement punk des années 70, il y a toujours cette question-là. Ouais. Moi, je la trouve facile à répondre. Ah ouais, bien toi, je sais que tu t'es souvent amusé à briser les codes du punk, là, puis à faire le ça fait partie. Même dans tes albums solo. Ça fait partie de la rébellion. Si tu suis tous les codes du punk, tu n'es pas rebelle, tu fais juste suivre une affaire. T'sais. Fait que moi, c'est sûr que je trouve ça bien plus le fun. J'aime ça, le punk, c'est mon style de musique préféré, mais tout le monde fait un peu la même affaire. Donc, comment on brise les codes du punk? C'est en jouant avec, en gossant avec, en choquant les punks dans le punk. Ça c'est plus le fun pour moi. Mais ce qui est punk, selon moi, c'est un style de musique. C'est aussi simple que ça. C'est qu'on a voulu absolument que ça soit autre chose que ça. Mais en vrai, c'est un style de musique. Tu sais, quand quelqu'un dit genre, ce rapper-là, il est punk. Non, c'est un rapper. Il n'y a pas de punk là-dedans. C'est pas parce qu'il y a un mohawk puis parce qu'il y a des chaînes, genre que c'est un punk, ça n'a aucun rapport. Puis, tu sais, je comprends qu'il y a d'autres formes d'art qui peuvent être influencées par le punk, parce que le punk a une image visuelle, il y a un son, puis il y a certains codes, puis certaines mentalités, mais qui sont extrêmement larges. Je veux dire, les Sex Pistols puis Crass, qui étaient à 5 ans de différence, c'est le même, là, les mentalités. Donc, tu peux pas dire... Ça, c'est punk comme mentalité. C'est pas vrai que c'est impossible. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un style de musique qui est abrasif, qui est souvent lourd et distorsionné et rapide et qui souvent va essayer de briser les codes de la culture populaire du moment. T'sais. Ça, c'est ça. Puis, après ça, me faire dire justement, t'es pas punk, je suis comme, ben c'est juste que j'ai fait genre 25 albums punk. Je veux dire, je sais pas comment je peux être plus punk que ça. Toi, peut-être tu vis dans un squat puis tout ça, mais t'as jamais fait de musique punk. Tu es juste un fan de punk. Ça, c'est la différence. Selon moi. Parfait. J'avais le goût de parler de politique un peu. Je sais qu'à l'époque, rapidement, il y a eu un mouvement, peut-être que tu étais là à peu près dans les périodes de Fat Records, le label de se signer, je vais vous en parler tantôt. Mm-hmm. Mais il
il y avait eu, dans le temps, c'était George, sous la gouverne de George W. Bush, il y avait eu un mouvement, beaucoup d'artistes. Il y avait même 2 albums qui ont été créés sous Fat Records qui s'appelaient Rock Against Bush. Ouais. Il y avait une tournée. Il y avait des gros bands qui avaient participé à Oh, ça, ouais. surtout le milieu alternatif, il y a Green Day, tout ça. Puis c'était pas juste les membres qui étaient les gens qui avaient signé sur Fat Records. Est-ce que tu es surpris en ce moment qui se passe avec l'élection de Trump, qu'il n'y ait pas ce mouvement-là? Est-ce que peut-être que c'est trop récent? Est-ce que tous les gens sont un peu bouche bée, ils ne savent pas? J'avoue, Mais il n'y a hein. pas de ce mouvement-là, on trouve. Il n'y a pas beaucoup d'artistes. Il y a quelques artistes qui sont affirmés à droite, à gauche. Puis on dit qu'il y a comme une peur ou ça en même temps. Mais je pense que le monde a plus peur. Honnêtement, je suis vraiment très peu la politique américaine et autres. Là. C'est comme. Mon TDA m'en empêche. Mais de l'extérieur de même, même de l'intérieur, là, je suis quand même en contact avec beaucoup d'artistes américains et tout ça. Je pense qu'honnêtement, le monde, ils ont peur. Là. Je pense qu'ils ont peur de se faire barrer, de se faire empêcher de faire des trucs. Tandis que, tu sais, dans le temps de Bush, on dirait que c'était quasiment un cartoon. Là. On dirait que c'était comme. Puis, tu sais, c'était pré-réseaux sociaux. Hein? Fait que, c'était pas genre chaque affaire que tu dis est comme propagée en 2 secondes partout dans le monde. Là. Fait que c'était quand même pas mal plus facile de dire des affaires tu sais, dans un zine dédié au punk que genre sur Twitter, que c'est genre, d'un coup, c'est partout dans le monde. Tu sais, que l'autre épais, il va le lire. Tu sais, c'est comme. C'est ça. Fait que je pense qu'il y a ça, mais c'est ça, je suis pas assez ça pour juger exactement. Pas de problème. Écoute, je vais revenir avec ton livre. Comme je disais tantôt, tu trouves beaucoup sur ta maladie, c'est la sobriété aussi. Tu as même enregistré une chanson de ton album Bad Vibration avec Guillaume Beauregard et Edgar Machin. Tu parles sur la tune qui s'appelle Goo Goo Dolls. Goo avec G-O-U-T, un beau jeu de mots. Toi, qu'est-ce que c'est? As-tu vu une différence par rapport au fait, c'est tout d'un coup, la sobriété? On sait, tu l'écris un petit peu, les after-parties, les shows de coulisses, il n'y a plus rien qui est pareil. T'es-tu rendu compte, un peu comme tu dis dans la toune, que tu t'es fait un peu exclure, que tu faisais plus partie de la gang, ou tu as moins de fun maintenant après coup parce que tu es dans ce même mood-là que tout le monde? Ben, c'est vraiment différent, c'est sûr, d'être sobre en tournée. Oui, c'est vrai que ça te rejette, mais c'était volontaire. Là, quand tout le monde est comme « Yes, on s'en va dans un party », puis toi, t'es ça, puis il est 11h, t'es comme « Ben, pas moi. » Tu t'en vas chez vous, tu pourrais y aller, là, ça va être plat. Mais oui, ça l'a changé, mais c'est ça, ça peut peut-être être intéressant pour du monde de votre âge. Là. Moi, j'avoue que c'est vraiment avec du recul, là, mais j'ai commencé à consommer pour fitter, dans le fond, là. Je m'en ai pas rendu compte dans le temps. Mais c'est ça, tu fais nous, on faisait 200 shows par année. Puis, je veux dire, t'arrives dans une loge, puis il y a de l'alcool, puis après un show, il y a de la drogue, puis c'est comme l'affaire la plus commune du monde. Puis, étant donné que je voulais faire partie de ce monde-là, puis je voulais que le monde des bands me trouve cool, puis tout ça, ben je consommais avec eux, tu sais. Puis, veux pas, ben à un moment donné, tu te fais prendre là-dedans, puis ça devient un réflexe, puis je peux pas dire que j'étais pogné dans l'enfer de la drogue, là, dans le sens que, sauf que j'ai quand même eu peur de mourir plusieurs fois en tournée, de que, tu sais, genre, j'étais comme ben trop consommé d'affaires, puis t'es comme, tabarnak, je vais pas mourir, c'est à Lyon, là. Fait que tu sais, puis ça, je l'ai dit même récemment à mon fils, j'ai genre très peu de regrets dans la vie. Mon seul regret que j'ai, c'est d'avoir fait de la coke dans ma vie, parce que je trouve que c'était pas vraiment pas nécessaire, puis vraiment pas en ligne avec ma personnalité, dans le sens que naturellement, c'est pas moi, c'est pas mon monde, j'aime pas vraiment ça, il n'y a rien de positif qui sortait de ça. Fait que c'est la seule affaire que je regrette de toute ma carrière. Il n'y a rien arrivé, là, dans le sens que tu te fais juste ça à toi. J'ai rien fait de mal à cause de ça. Sauf que j'aurais mieux aimé vivre tous ces moments-là sans ça. T'sais. Même l'alcool, je te dirais que c'est plus facile à contrôler. Sauf que j'ai quand même, mettons, tous mes pires souvenirs de ma vie, c'est tout relié à la consommation. Et tous mes meilleurs souvenirs de ma vie ne sont pas reliés. Il n'y a aucune consommation là-dedans. Donc, je trouve que ça en dit long sur l'utilité de ça. Puis, j'avais souvent arrêté de consommer, tu sais, genre des moments, recommencer, arrêter, recommencer. Puis, ça a pris que je me suis rendu à l'hôpital. En fait, il y a maintenant 4 ans et quelques mois, là, j'ai arrêté de compter les jours, là, mais j'ai fait un show de Sainte-Cat. J'ai bu genre un 26 onces de vodka comme je faisais à n'importe quel show. Puis, j'ai pris de la drogue. Puis, le lendemain matin, je me suis en allé à l'hôpital parce que genre j'étais déshydraté. Puis,
j'ai une pierre au rein, puis genre, à cause de tous mes trucs de physique que j'ai déjà, ben là, genre, les douleurs étaient comme fois 1000, puis honnêtement, j'ai pensé mourir, là. J'étais comme, c'est du fentanyl ou whatever, là, le cauchemar. Puis genre, j'ai tellement eu peur que j'étais comme, fuck off, je touche plus jamais à ça. Fait que là, ça fait 4 ans et quelques mois, puis je trouve pas... tu sais, j'ai quand même continué à faire des shows pendant quelques temps avant d'arrêter de faire des shows aussi. Puis je trouve pas que ça n'enlève rien à l'expérience Ouais, du ça, tout. j'allais dire, au niveau créatif, as-tu une Non, différence ça, que tu pas en consommais tout. pas Ben, avant non, j'écrivais pas des tunes, je ne consommais pas pour écrire des tunes. C'était vraiment plus le lifestyle, tu sais, c'est Ouais, comme, tu sais, c'est le même. Là. Surtout, tu sais, là, on parle souvent des dernières tournées qui n'étaient pas si glam, mais j'ai eu un genre de 4-5 ans de vraiment plus glam là, dans ma vie, là, qui ont joué dans des salles de 2000 personnes, puis que genre, il y avait des vedettes backstage, puis que, tu sais, c'était vraiment plus comme classique rock'n'roll que tu t'imagines. Il y avait des filles, des porn stars, des shit de même. Là, puis tu te laisses prendre dans le jeu. Puis à ma défense, j'ai toujours, encore une fois, comme me faire inviter à Radio-Canada, j'ai toujours eu un pas de recul que je trouvais ça ridicule. J'étais pas comme genre « fuck yeah, je suis une rockstar ». J'étais comme « asti que c'est cave, on se fait inviter dans des hôtels 5 étoiles avec genre de la drogue et des filles ». On trouvait ça drôle, mais je le faisais pareil, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Puis je trouve que c'est tu sais, comme justement, c'est un bon exemple de revenir encore au thème. Dans ma tête, c'était comme un genre de fuck you à la société, là, tu sais. J'étais comme, hey, je suis tellement hot, je fais n'importe quoi, genre, puis c'est accepté, tu sais. Sauf que c'était pas ma personnalité, donc c'était con, tu sais. Puis, tu sais, mon fils, là, il est dans un band, puis il commence à faire des shows, tout ça, puis j'y ai tout déjà dit ça, puis je veux pas qu'il... Tu sais, ça me dérange pas là, si finalement il décide de se saouler. Là, c'est of course, tu sais. Sauf que, est-ce que c'est vraiment... Tu le fais parce que ça te tente, puis parce que c'est genre, ça fait partie de comme ton expérience, ou parce que tout le monde, tous les autres le font, puis tu te dis, ah ben Chris, c'est ça qu'il faut faire. C'est un consommateur sociable. Exact. Puis tu sais, il y a du monde qui ont des problèmes parce que c'est en eux, là, c'est une maladie, l'alcoolisme, puis la toxicomanie. Si tu l'as pas, tu vas avoir moins de problèmes avec ça. Mais tu sais, est-ce que tu veux tenter je pense que ça ne vaut pas la peine. Substance qui devient addictive. Oui, la substance en elle-même est comme ça. Fait que tu ne veux pas nécessairement essayer ça. Puis c'est ça que en tant que père, en tout cas, c'est ça que j'essaie de leur dire à mon fils puis leurs amis. J'aurais aimé ça me faire ça plus jeune parce que, tu sais, en tout cas, moi, quand j'étais jeune, les parents étaient juste comme, on prend pas de drogue, tu sais, comme ils t'expliquaient pas pourquoi. Mais tu sais, c'est pas parce que, genre, c'est mal, c'est parce que c'est fucking dangereux. Tu sais, tu peux venir. Tu sais, moi, j'ai plein d'amis qui sont venus fous. J'ai plein d'amis qui sont allés en detox, qui ont tous perdu leurs affaires, qui ont perdu leur famille, qui ont perdu leur band, l'affaire qu'ils aimaient le plus. Tu sais, fait que c'est pas juste genre yes, c'est la drogue. Tu sais, c'est comme il y a des conséquences. Tu sais, c'est ça. Puis j'aurais aimé ça me faire dire ça par du monde que je trouvais cool, et non par des messieurs, genre on prend pas de drogue. Tu sais. Mais tu sais, tantôt, tu en parlais, puis je sais que tu ne fais beaucoup d'autodérision avec tes. Tu as écrit dans le Jet Set de Ruelle que je t'ai connu là-dedans à l'époque. Ouais, ça, je veux bloc pas de lire bureau. C'est le punk de bureau. Punk de bureau, ouais. Sur avec les blocs de ton étiquette et les curés à ce moment-là. Ouais. Puis, bien sûr, toutes tes chroniques sur Urbania que tu as fait, qui existent encore. D'ailleurs, je vous invite à lire. Ouais. C'est très intéressant. Beaucoup d'autodérision, beaucoup de sens. J'ai vraiment aimé, faut aimer l'humour, mais je trouve que tu as un sens humoristique souvent second degré, il faut le prendre vraiment comme ça. Mais quand même, tu as fait beaucoup de critiques. Tu faisais un genre d'auto, un portrait en fin de compte. La vérité sûre, là. J'ai tellement eu de la merde pour ça. Oui, les groupies, justement, tu as parlé de l'effet que tu as les groupies. Tu as fait entre autres, sur les critiques de disques. Oui, puis mon album sortait genre un mois après, ou je sais pas trop. Ben, c'est ça. Et puis, qu'est-ce que ça t'a-tu déjà nuit? Oui, vraiment, ça m'a vraiment ennuyé, cette affaire-là, mais je regrette pas, là, je trouve ça drôle, là, mais c'était encore une fois un peu de surestimer le public. Tu sais, mettons, ça s'appelait, pour ceux qui ne cachent pas de quoi on parle, dans le fond, je faisais une série d'articles qui s'appelait « La vérité sur quelque chose de l'industrie de la musique ». Tu sais. Fait que là, je disais, mettons, la vérité sur les Sandmen. Puis là, je disais plein de clichés ou d'affaires que j'avais vues dans le monde de la musique sur les Sandmen. Mais là, évidemment, les Sandmen qui ne catchent pas trop les jokes sont comme « Ouais, tabarnak, c'est pas ça, il y a du monde nice dans notre communauté. » Je le sais, sauf que là, c'est un article humoristique. Si je fais juste un article genre qui décrit le rôle de Sandman, c'est plate à mort. Qui veut lire ça, tu sais? Fait que c'est ça. Puis là, il y avait plein de monde, tu sais, genre, mettons, les filles de Milk and Bone là, qui étaient comme genre, c'est des mensonges. Moi, je trouvais ça drôle au bout. Mais après ça, c'est ça, comme mon premier album solo est sorti un mois après mon article La vérité sur les critiques de disques.
que basically je disais vous servez à rien là, genre tout le monde peut écouter la musique à cette heure en stream, c'est gratuit, comme pourquoi j'attendrais genre Jean-Jacques chose qui me dise ah oui ça c'est du rock progressif, j'en ai rien à acheter, tu sais. Fait que là quand mon album est sorti puis la relationniste de presse a envoyé ça à toutes les critiques, tout le monde disait je ne critique pas Hugo Mewdy. Fait que ça m'a pas aidé pour mon début de carrière solo, c'était comme un gros échec. Mais après ça, genre, mon dernier album solo, j'ai eu les meilleures critiques de toute ma carrière. C'est comme, j'étais comme, Chris, j'étais un génie. Hein, tout le monde me donne 5 étoiles, puis comme si j'étais comme fucking Elton John, tu sais. Ben, écoute, dans la même ordre d'idée, ben, justement, tu n'es jamais gêné pour parler ouvertement ou dénoncer des choses. Ben, la chanson Maladie d'amour, son album Concerta Fantasio, tu disais un petit mot, justement, tu as fait allusion au geste, geste si on veut. Tu as fait une petite allusion à Bernard Adamus dans la vague des dénonciations, #MeToo, puis tout ça. Puis là, je sais que tu étais indirectement, je sais que tu as eu à répondre à certaines questions par rapport à ton cofondateur à ce moment-là, Élie Bissonnette, qui était un peu éclaboussé par ça, parce qu'il avait comme protégé un peu ce qui s'était passé. Entre autres, il y a d'autres affaires. C'est ça, je sais qu'après ça, ça a fait la manchette parce que les Sœurs Boulay, Club de Pirate qui a repris la maison d'édition, la maison de disques, qui devient Bravo. Comment tu as vécu ça, toi? Est-ce que tu t'es senti un peu comme genre, par rapport à les Bissonnette qui était ton ami aussi? Ouais, c'était plus mon ami du tout, là, mais ben moi, je suis assez partagé sur ce qui est arrivé à ce moment-là dans la culture. Là. Le mouvement MeToo, au départ, évidemment, j'étais totalement pour, dans le sens que, tu sais, c'est rempli de déchets, là, ce monde-là. Tu sais, autant, j'imagine, Hollywood, ça doit être atroce. Là, je suis pas là-dedans, je ne sais pas, mais ça me semble être atroce. Puis au Québec aussi, tu sais, je veux dire, ça reste un boys club, puis ça reste beaucoup d'abus de pouvoir, puis beaucoup du monde qui profite des autres, là, c'est de même. Puis, tu sais, c'est mal payé, puis c'est comme, tu travailles pour de l'exposure, puis il y a bien des vieux gars qui engagent des jeunes filles, puis tout ça. Fait que j'étais vraiment content que ça sorte. Mais à un moment donné, ça l'a tellement disjoncté que j'étais comme, là, ouf, là c'est rendu comme qu'on dénonce, genre, des filles qui sont pas gentilles avec leurs employés, puis là, c'est comme, ça va vraiment trop loin. Mais, à la base, j'étais pour ça. J'ai jamais eu, je me suis jamais senti concerné, même si j'étais cofondateur de Dare to Care, parce que, premièrement, je m'étais chicané avec Élie il y a, 100 ans. J'y avais jamais reparlé. Puis, honnêtement, j'espérais que leur compagnie ferme, parce que, genre, j'étais pas en bon terme. Fait que j'étais juste content à ce niveau-là. Puis, il n'y a aucune personne de mon cercle proche qui a été mis là-dedans. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, moi, mettons, j'ai fait le party, j'ai consommé tout ça, mais j'ai jamais même passé proche de me douter que j'ai fait quelque chose de ce genre-là. C'était le zéro dans notre mentalité, zéro dans nos mœurs. On n'est vraiment pas là-dedans. Là, fait que, on sort tous avec des filles féministes, puis on a toujours été très égalitaires. Là. C'est vraiment pas... Oui, on était caves, genre des gars de party, mais c'était genre, on se faisait mal à nous, il n'y avait rien d'autre. Fait que non, mais j'ai trouvé que c'est... Tu sais, avec du recul, ça va avoir été bon, je crois, pour la société, pour la culture, parce que le monde, il pense quand même plus à cette heure à tout ça, là, genre de façon générale, là, l'égalité en général, l'abus de pouvoir. Puis à cette heure, quand il y a quelque chose, tu peux plus le dire. Comme il y a moins d'intouchables puis de monde qui comme, ouais, mais là, on peut pas dire ça, là, c'est telle personne. À cette heure, on peut le dire. Puis ça, je trouve que ça va être probablement bon à long terme pour la vie. Là, mais c'est un drôle de moment parce que on avait l'air un peu, mettons moi qui est dans la culture, c'est comme si tout le monde était mauvais. Puis là, c'était comme. En tant qu'hétéro blanc, on sentait tout un peu. Ouais, c'est ça. Dans la quarantaine, on sentait tout un peu. Puis moi, je suis d'accord avec tout ça, là, dans le sens que je trouve que évidemment il y a de l'abus puis tout ça, mais c'était stressant, pas comme je dis, pas pour moi, mais de voir qu'est-ce qui va arriver next. C'était comme un peu genre, j'espère que, genre, je sais-tu, moi, j'étais ami avec Grimmskunk. J'espère que Grimmskunk ne sont pas là-dedans. Fuck, c'était un peu ça qui, je trouvais aberrant. Là. C'était tellement comme commun puis répandu que tu avais peur que du monde que tu connaissais, que tu n'avais pas remarqué qui était cave, le soit. C'était un peu ça la situation. Mais c'est ça. J'ai bien la misère à cette heure à analyser si c'était un mouvement
positif ou pas, mais je pense que oui, quand même si ça a été rough pour du monde qui Ouais, peut-être ouais, ne méritait pas que ça le soit. Là. C'est sûr que le tribunal social faisait plus mal que quoi que ce soit. Là. On dirait que le jugement social. Oui, ce qui se exactement. passait Puis était comme plus intense, ça s'est plus aussi grand. beaucoup mélangé, dans le sens que la gravité des faits, c'est beaucoup mélangé, je trouve. C'est ça qui a été plus. Sauf que, tu sais, je ne suis pas une femme qui a été victime d'abus, donc je peux pas totalement juger de l'affaire, je trouve. Je comprends. On va aller avec un autre petit extrait vidéo. J'avais le goût de rentrer plus dans la scène 4, voir un peu, je voulais partager un peu l'énergie que ces shows-là avaient. Je ne peux pas parler vraiment au passé parce que vous allez avoir un show Juste des en fois. juillet. Vous continuez. Vous Des avez fois. fait. Puis ça, à ce moment-là, on parle, moi j'étais là en plus, on croyait vraiment que c'était le dernier show. Ça se peut le dernier show? Ah, moi aussi, je croyais que c'était le dernier show. Ouais. C'est juste qu'à cette heure, il y a du monde qui nous offre tellement d'argent pour faire des shows. Puis nous, on est tous dans des meilleurs amis. Fait que c'est vraiment difficile de dire non. Tu sais, comme je suis toujours obligé de m'expliquer là-dessus parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui dit c'était pas votre dernier. C'est comme, ouais, mais tu sais, OK, nous, on est des meilleurs amis qui jouent de la musique ensemble depuis toujours. Puis là, quelqu'un dit, hey, veux-tu 25 000 pour faire un show? C'est comme, mais non. Tu sais. Fait que oui, je veux. Tu sais. Ouais, tu fais comme les Kiss québécois. Tu sais. Un peu. Ils font une tournée Un sans peu. fin et puis ils reviennent. Tant mieux. Mais ça, c'est quoi? Je voulais montrer un peu l'énergie. Ouais, Ça, ouais. c'est pas mal des images. J'ai pris le Du vidéo dernier show au Club Used Soda. Used to Be in Love. Puis c'était, je pense, avec beaucoup d'images du spectacle, du dernier spectacle que vous aviez fait, Ouais. pour voir un peu l'ambiance. Je m'en rappelle Puis, plus non plus, je suis content. Well, it's all over now, baby.
Ça a l'air le fun, en tout cas. Si c'était tout le temps de même, je continuerais ça. Ouais, ça te fait quoi de voir ça, ces vieux chums, dans le temps que t'étais super en forme? Ouais. Tu sautais partout. Tout le monde avait des cheveux, puis tout le monde n'avait pas des cheveux blancs, c'est malade. Honnêtement, je m'ennuie, là, dans le sens que c'était le fun. C'est sûr que c'est le fun. Mais c'est ça, c'est que ce moment-là, il était écœurant, mais quand tu fais quelque chose comme ça dans la vie, c'est qu'il y a tellement de moments tough comparativement au tu sais, mettons ça, c'est genre l'heure. L'heure est incroyable, là, puis tu sais, c'est comme le plus big qu'on a été, mettons. Ouais. Mais tu sais, il y a tellement de merde alentour que c'est ça que tu oublies, en fait. Ouais. C'est ça le problème, en fait, le feeling de faire un show, l'adrénaline, c'est vraiment la drogue la plus forte du monde. Puis quand tu as un show de même, là, ben, tu oublies genre les 10 ans d'avant que comme toutes les struggles, tu es comme, man, c'était malade, on refait ça, on veut refaire ça, on veut ressentir ça encore. Puis c'est ça qui est tough d'arrêter, en fait. C'est que, c'est comme là, mettons, là, j'y pense en ce moment, je suis comme, OK, ouais, je vais le revivre parce que je fais un show en juillet, mais OK, je vivrai plus ça. Genre, ça c'est spécial. Puis arrêter de boire de l'alcool, arrêter de faire la drogue, ça fait le même feeling d'ailleurs. Tu te dis genre, ah yeah, je peux pas croire que je ressentirai plus ça, l'espèce de high là, tu sais, d'un début de soirée, 2-3 drinks, puis comme c'est le fun, tout est parfait. Mais tout est. Il y a d'autres affaires nice, là, tu sais, c'est ça. Exactement. Faut que tu trouves une autre affaire qui te fait filer le même affaire, le même feeling, mais c'est pas facile. Puis comme je disais, c'est un peu l'apogée de votre band à ce moment-là. Je vais revenir quelques années avant, ce qui a mené un peu à ça. C'est la signature en 2006 sur le label Fat Records. Pour ceux que j'imagine que les gens qui sont ici le connaissent, le band, en fait, compte un des plus gros labels indépendants. Ouais, c'est le plus gros label punk au monde. Epitaph qui est Fat, là, c'est pas mal les deux. Fat Mike, le chanteur de NoFX, qui était président, si on veut, de la compagnie. Écoute, je sais qu'on a parlé beaucoup. C'était pour l'album Dancing for a Cannon. Ouais, c'est pour le restant de mes jours, on va me parler de ça. Puis je suis très à l'aise avec ça. Parce que c'est un fait d'armes, je pense, pour un groupe québécois. Probablement, t'es seul, surtout pour nous autres, des petits culs qui moi, je suis dans la vingtaine, mais moi, je suivais déjà toute la vague du nouveau revival punk de NoFX, Bad Religion, Propagandhi qui était là-dessus, Lagwagon. Puis là, pour nous autres, c'était quand même impressionnant de voir un band québécois signé là-dessus. Peux-tu nous en jaser un petit peu? Je suis content de parler beaucoup, mais écoute. Qu'est-ce que ça a changé, premièrement? Honnêtement, ça a tout changé. Il y a vraiment un pour moi dans ma vie, un avant et après Fat Wreck, là, parce que, tu sais, veux pas, avant, on était un band indépendant. On est resté un band indépendant, mais je veux dire, un band plus underground, du moins. À partir de quand on a signé sur Fat, ben là, justement, les médias plus classiques, traditionnels, se sont mis à s'intéresser à nous. Justement, cet album-là, quand il est sorti, c'est comme si on était, encore une fois, des génies. Tu sais, quand justement le Devoir, puis la presse, mais aussi genre le Alternative Press, puis tous les magazines du monde entier disent genre, ah, c'est le nouveau band, tu sais, comme, on dirait que tu peux pas faire d'erreur, tout ce que tu fais est bon, puis ça a duré un petit moment, là, tu sais. Puis, first, c'est comme tu te sens on top of the world. Là. Moi, je rêvais, comme je disais, de jouer dans la Ligue nationale de hockey. T'étais comme des grandes ligues, là. Depuis que j'étais petit, là, je me voyais genre au repêchage, là, puis mettre le chandail, puis tout ça. Ben, quand j'ai signé sur Fat, honnêtement, c'est ça le feeling qu'on a eu. On a eu l'appel, puis là, j'ai raccroché, puis j'étais comme tabarnak. Tu sais, genre, ouais. Tu sais, genre, ça se peut pas, là, comment ça, tu sais. Puis ça a été vite, là, mettons, on faisait des shows devant 200 personnes. T'sais, on avait quand même un succès avant Fat, mais c'était pas genre fou. Puis ça a été vraiment vite que là, mettons, on a signé sur Fat, on a fait l'album, puis là, tu sais, direct qu'on était en studio, mettons, le manager du label venait nous voir déjà, le gars du label qui part de San Francisco, qui vient nous voir à Montréal, c'était un peu déjà Chris, wow, tu sais. Puis là, il dit, genre, le mois prochain, vous allez en tourner avec Me First and the Gimme Gimmes en Europe. Là, après ça, tu t'en vas en tourner aux États-Unis avec Subhumans. Après ça, puis là, on va vous acheter un camion, on va vous payer le billet d'avion. C'était comme, c'est malade, cette affaire-là, tu sais. On avait tout fait tout seul depuis toujours. Puis là, d'un coup, genre, c'est comme, tu fais partie de la vraie affaire. Puis là, tu rencontres toutes tes idoles. Tu sais, j'ai vraiment rencontré toutes mes idoles de jeunesse, toutes les bands. J'ai passé des soirées à boire avec tout ce monde-là, à faire le party avec tout ce monde-là. Puis, encore une fois, je me suis tanné assez vite de tout ça, dans le sens que j'ai vu les ficelles dépasser très rapidement de tout ça. Puis, assez rapidement, je me suis comme dit, je trouve qu'ils font un peu pitié, finalement, ce monde-là, parce que c'est tout ce qu'ils connaissent, c'est tout ce qu'ils font. Puis, tu sais, moi, j'avais 25 ans dans ce temps-là, mais eux, ils avaient 40, là, tu sais. Puis, eux, ils faisaient le party, puis ils prenaient de la drogue, puis,
Puis c'est comme, genre, je me voyais vraiment pas faire ça jusqu'à 40, tu sais. Déjà à 25-26 ans, j'étais comme, tu sais, c'est drôle, là, mais je veux pas que ce soit ma vie, tu sais. Je trouve pas ça assez comme challengeant, c'est pas assez inspirant, c'est pas assez... c'est trop comme un cliché, bref. Ouais, je comprends. Mais est-ce que c'était le fun? Oui, tu sais, c'était vraiment le fun parce que, tu sais, j'ai genre des anecdotes que personne vraiment a, tu sais, des affaires de genre, on était à Las Vegas, là, la limousine arrive, tu sais, j'ai plein d'affaires de même, vraiment drôles. Fait que, tu sais, je suis content d'avoir vécu ça. Puis, tu sais, c'est ça, on a fait le tour du monde comme on faisait déjà avant, mais dans des conditions vraiment supérieures. Fait que j'ai connu ça de, tu sais, savoir c'est quoi avoir une loge, avoir de la bouffe, avoir des beaux hôtels. Chose que, tu sais, genre, c'était, comme je disais, on volait avant pour manger, puis on dormait genre 8 dans un Super 8, tu sais. Fait que c'était cool. Mais j'ai jamais pris ça pour acquis. Je me suis toujours dit, genre, ils se sont trompés, là. Ils ont signé un band au hasard, puis c'était nous autres, tu sais. Mais, ouais, puis, tu sais, aujourd'hui, comme je te dis, tu sais, quasiment à chaque fois que je sors en quelque part, quelqu'un va me dire, man, le seul band sur Fat au Québec, Dancing, man, cet album, tu sais. Je suis content, là, c'est cool. Oui. Je suis fier de cet album-là, il est bon. Est-ce que je trouve que c'est la meilleure affaire que j'ai faite? Non. Mais je suis conscient que c'est la plus marquante que j'ai faite, par contre. Ça vous a permis, en fait, d'avoir été invité à la dernière tournée, le show d'adieu NoFX à Montréal, au pied du stade. C'était malade. Vraiment trippé sur l'expérience, c'était vraiment nice comme spectacle, encore une fois. J'ai l'impression, en ayant assisté à ça, puis c'est comme s'il y avait une page qui se tournait du revival, si on veut, des années 90. On voit qu'encore, tu sais, puis on a vu par les cheveux gris qui étaient sur les scènes, puis tout ça, autant les gars, toutes les bandes, là, on s'entend. Là, tout le monde était vieux, ouais. Genre, on était les plus jeunes, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est des gars dans la cinquantaine, avancés, puis c'est normal aussi que ça... Mais toi, tu le vois-tu aussi comme une page qui se tourne tranquillement? C'est sûr que tu as encore la meilleure, on va le voir, je vais en parler, je vais aller au coup de la fesse après. Mais tu le vois-tu comme un genre de truc, à un moment donné, ces bandes-là, ça, tu sais, les NoFX qui ont... c'est son vieux, là. Qui ont quand même eu la même... Tu sais, de plus en plus de bandes annoncent leur retraite, son officiel. Ben, je trouve que c'est normal. En fait, je trouve qu'ils ont duré trop longtemps déjà, là, personnellement, mais... je trouve que c'est pas un style qui vieillit super bien. Je trouve pas que la musique vieillit pas bien, mais je trouve que faire ça à un certain âge, je trouve pas que c'est super cool. Là. Je trouve que t'as l'air un peu d'un vieux qui joue du punk, je trouve. Puis personnellement, je trouve que c'est pas comme charmant, mais chacun fait ce qu'il fait, puis c'est leur job, puis tout. Là, fait que je juge pas le truc, mais je trouve que la musique en général, puis la scène musicale, c'est pour les jeunes, je trouve. Puis j'aimerais que ce soit le plus pour les jeunes, dans le sens que je trouve que ça ne s'est pas énormément renouvelé, malheureusement. J'aimerais ça qu'il y ait plus de jeunes qui fassent des bands, puis qu'il y ait plus de jeunes qui vont voir des shows. Ils ont tellement d'options maintenant que nous, c'était comme soit que tu écoutes de la musique ou tu fais d'autres choses, mais il n'y avait pas tant d'options. Puis, mais là, maintenant, aujourd'hui, il y a 1 milliard d'options, puis tu peux être entertainé de n'importe quelle façon à tout moment de la journée. Fait que je comprends pourquoi que c'est pas aussi populaire, mais des fois, je trouve ça un peu pathétique, justement, d'aller voir un show puis que c'est comme tout des vieux. Il n'y a pas de jeunes dans le crowd. Vraiment, c'est un truc de nostalgie. On le voit de plus en plus. Je voulais parler, justement, j'en reviens au Put the Fest. Maintenant, là, vous avez, comme tu disais tantôt, tu es un des seuls indépendants un peu, mais là, de plus en plus, tous ceux qui sont subventionnés invitent, ils ont toujours leur soirée punk. Là. C'est le Festival des Québec, ils invitent, c'est juste des groupes punk. Le Blues Fest d'Ottawa, puis à un moment donné, ça revient un peu les mêmes. C'est vrai que Music for Cancer, cette année, invite Pennywise, mais ça, c'est une autre histoire. À un moment donné, il faut attirer. Je peux comprendre, tu t'attires vraiment pour aller découvrir d'autres bandes ou ça. Je sais que à un moment donné, vous autres, vous avez grandi. Tu parles un peu d'expérience de Put the Fest. Écoute, moi, je salue beaucoup. Vous êtes un des premiers à inclure beaucoup l'inclusion, l'équité. Vous faites affaire aussi avec l'aspect safe space avec les Insoumises. Un groupe un peu dans la scène punk un peu alternative, qui sont pour l'égalité. De rendre ça plus safe, justement, tout simplement. C'est ça. Je trouve que vous êtes un peu festival à prôner ça aussi, l'importance de ça. L'égalité aussi, toi, tu prônes vraiment que ce ne soit pas juste des bandes. Tu espères justement avoir des bandes féminines avec au moins un membre féminin. Oui, nous, en fait, c'était une mission dès le début du festival d'atteindre la parité. Puis, tu sais, après ça, il y a plein de monde qui essaie d'être contre ça. Ça me fait bien rire parce que... tu sais, dans le fond, pour changer quelque chose, il faut que tu l'imposes. C'est impossible de changer ça juste en disant, naturellement, on va booker des filles s'il y en a. T'sais. Mais c'est impossible, il n'y en aura jamais assez parce que notre point de vue, puis moi, j'ai parti le festival avec une fille, puis notre point de vue, c'était que
si tu vas dans un festival avec ta fille, mettons, de 5 ans, puis elle voit sur le stage juste des gars de 40 ans, est-ce qu'elle pense qu'elle peut faire ça dans la vie? Je pense pas. Je pense elle se dit, je peux vendre de la merch, parce que les filles, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent de la merch. Fait que, tu sais, ça va tourner, ça va être un cercle vicieux. Il n'y en aura jamais. Fait qu'en imposant, puis en mettant du monde différent sur un stage, bien, le monde différent qui voit ça, ils se disent, ben moi, je peux faire ça. Tu sais, il me semble que c'est vraiment l'affaire la plus simple du monde. Fait que c'était juste ça l'idée. Puis initialement, quand on bookait le Poudza, on faisait des préjugés favorables, dans le sens que si un band féminin ou genre ouvertement queer, whatever, nous écrivait, on les acceptait sans écouter la musique. Puis maintenant, 15 ans plus tard, ben on n'a même plus besoin de faire ça. Dans le sens que naturellement, on book ce qu'on trouve bon, puis on atteint pas mal la parité naturellement. Fait que je pense pas que c'est à cause de nous. Il y a un mouvement en général vers ça. Sauf que je suis content que ça ait été vers ça. Parce que Puis après ça, le monde va comme dire non, ce qui compte, c'est le talent. T'sais. Mais c'est pas vrai. Le talent n'a jamais eu aucune importance en musique. Là. Le monde, il book des festivals pour attirer du monde. Donc, tes headliners, c'est le monde qui attire du monde. Les autres bands en bas, ils sont là pour comme soit faire de la découverte, soit remplir les spots pour que le monde ait une expérience. Fait que c'est ces bands-là que tu peux surtout beaucoup choisir. Tu n'es pas obligé de prendre un band local avec juste des gars dedans. Tu peux mettre qu'il va y avoir du monde pareil ou pas, dans le sens que ça ne va pas d'influence sur le total. Fait que c'était ça notre idée. Puis... je pense aussi que vous êtes resté là aussi. Vous êtes, c'est un festival de découverte. Moi, je dis souvent, vous avez comme des gros headliners, mais vous êtes revenu. Je sais qu'à un moment donné, c'était aussi devenu gros. Je ne sais pas si c'est la 5e, 6e édition. Vous aviez le Club Soda, il y avait Mixpix en première partie. C'est devenu un peu plus gros. Puis j'ai l'impression, peut-être justement à cause de la compétition qui se faisait un peu, tout le monde voulait avoir ces gros artistes. Puis vous avez décidé, on va revenir au bar. Ben, c'est pas vraiment ça qui est arrivé. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on était un peu le seul au début. Oui. Fait que dans le fond, au début, on a parti le festival, puis il y avait l'idée là, de base du festival. Puis là, tranquillement, c'est que tu te fais approcher par tous les gros agents, tous les gros bands. Fait que c'est dur de dire non. Je me rappelle que la 2e ou 3e année du Poudza, on s'est fait approcher pour Rancid, tu sais. Puis c'est un groupe que j'aimais full quand j'étais jeune, tout ça. Mais tu sais, ça coûte cher, là, booker Rancid. Puis nous, on est comme moi puis mon ami qui fait ça dans... On n'est pas une grosse compagnie, là. Fait que, tu sais, moi, perdre 50 000 $, c'est genre la mort, là, tu sais. Je fais faillite, là, tu sais. Fait qu'on a décidé de ne pas le faire à cette époque-là. Puis, tu sais, fait que tranquillement, on est devenu un peu plus gros. Puis là, il est commencé à avoir plein d'autres festivals au Québec qui bookaient ce genre de band-là, puis qui sont justement très dans la nostalgie, puis dans les affaires un peu plus populaires. Là, puis en maintenant, on s'est comme dit, bon, check, on leur laisse ça. Puis nous, on va trouver une programmation qui est plus dans la découverte, dans l'originalité, dans la rareté, puis c'est comme devenu notre identité, puis c'est ça. Il y a eu la pandémie qui nous a un peu fucké, là. Fait que là, c'est pour ça aussi que c'est redevenu un peu plus petit, puis que là, tranquillement, on le rebuild pour que ça redevienne un peu ce que c'était avec la scène extérieure. Oui, c'est en passant, c'est du 16 au 18 mai prochain que ça va avoir lieu. Puis, tu sais, on a beaucoup, c'est ça, on veut qu'il y ait beaucoup de bands québécois, on veut qu'il y ait beaucoup de bands qui chantent en français aussi, parce que c'est une autre affaire que je trouve ça fou de, mettons, avoir un festival en Beauce, que c'est genre 8 bands qui chantent en anglais. Je trouve ça comme complètement cinglé que ça se puisse. Fait qu'on essaie de pas faire ça. Dans le fond, moi, je fais ce que moi, j'aimerais voir. Là. C'est vraiment simple de main. Ouais, je pense que c'est gagnant pour les fans de punk. Ceux qui n'aiment pas ça, ils viennent pas. Puis je m'en fous. Là. Tout à fait. Voir autre chose. J'avais le goût de te parler de l'industrie de la musique. En général, on a fleuré un peu tantôt. Parce que, tu sais, toi, tu as eu 25 ans de carrière. Ouais, 24. J'ai arrêté avant. J'ai arrêté 24, mais officiellement, tu as fait un show dans ta 25e année. J'ai triché. J'ai sorti un album aussi à ma 26e, dans le fond. Voilà. Ben écoute, je voulais voir, toi, comment tu as vu ça évoluer. Parce que c'est sûr que ça a évolué entre le moment où tu as débuté. Toute l'industrie a changé. Il y a l'industrie des ventes du disque et tout ça. Mais aussi, est-ce qu'il y a eu aussi, il y a eu la pandémie qui est venue changer un petit peu les trucs. J'ai l'impression aussi qu'il y a certaines personnes qui ont réussi à se démarquer, qui n'auraient peut-être pas pu le faire autrement. Des artistes, moi j'admire beaucoup, Charlotte Cardin, c'est un bel exemple avec les réseaux sociaux, en faisant des démos personnelles qui auraient pu véhiculer avec une belle qualité, justement, qu'on peut faire ça maintenant de chez nous, puis de produire quelque chose, puis aller chercher cette notoriété-là, que peut-être tu ne pouvais pas faire autrement que passer par des labels, des choses avant. Comment tu as vu ça évoluer au fil des ans? Comment toi, tu trouves que ça a changé? Puis, comment tu as perçu moi, j'essaie en général de m'adapter à... Je suis pas trop... j'essaie de ne pas être nostalgique puis de ne pas dire c'était mieux dans mon temps, dans le sens que j'essaie de m'adapter à la réalité d'aujourd'hui. Mais je trouve que, mettons, il y a quelque chose que ça l'a perdu en valeur, je trouve, la musique. C'est devenu
beaucoup une affaire de chiffres, de nombre de streams puis de popularité, alors qu'avant, c'était peut-être plus une affaire d'émotion puis d'identité puis tu étais attaché à un band puis à un mouvement puis tu sais comme c'était peut-être un peu plus personnel. Maintenant, je trouve que c'est vraiment rapide puis tu sais moi je travaille encore dans l'industrie là, puis mettons un agent va m'approcher pour dire est-ce que tu veux booker tel band? Puis la première affaire qu'il va me dire, c'est genre, ils ont 178 millions de streams ou de views ou whatever. Moi, je suis comme, man, je m'en calisse. Je trouve ça bon ou pas? Surtout que tu peux genre acheter des streams et des views. C'est comme, ça a zéro valeur à mes yeux. Là, je m'en fous complètement. Fait que je trouve que ça, c'est un peu malheureux. T'sais, pour ceux qui font de la musique ici, qui commencent maintenant, puis que c'est ça votre réalité, vous n'avez pas le choix, donc il faut que tu fasses avec. Sauf que je m'ennuie un peu du temps que, tu sais, l'album avait une espèce de valeur plus grande. Le monde suivait l'album, l'ordre, les chansons, la thématique, les artworks, tout était plus peut-être important. Sauf que encore une fois, c'est plus de même, c'est comme c'est aujourd'hui. Puis il y a des bonnes affaires pareilles. Il y a des passionnés de musique qui vont adorer le vinyle. Oui, le retour de ça, mais même, je veux dire, même le streaming, je suis pas contre ça, dans le sens que c'est le fun d'avoir accès à tout. Puis je trouve qu'il y a plein d'affaires écœurantes. En fait, je trouve que la qualité est bien meilleure que dans notre temps. Là. Dans notre temps, mettons, les bands punk n'étaient pas aussi bons qu'aujourd'hui. Ils sont bien meilleurs aujourd'hui. Sauf que leur valeur est moindre parce que genre c'est tellement démocratique. Je pourrais sortir un album demain. Littéralement, là, je peux faire un album tantôt puis le sortir demain. Puis ça, je trouve, c'est comme... ça l'enlève un petit peu la valeur. Oui, c'est ça. Ça enlève un peu tout ce qui est rentré en studio, faire... Puis, mais c'est la faute de l'industrie, parce que l'industrie a voulu rendre la musique un produit à tout prix, tu sais. Les CD, là, quand c'est arrivé, là, genre, ils nous vendaient ça 32$, là, ça valait une scène, là, puis ça a comme écœuré le monde un peu, là. Ça a comme enlevé la magie de la musique. Fait que je trouve que c'est comme un peu... l'industrie s'est tirée dans le pied, mais... Après ça, dire « Ah, ben l'art va disparaître », impossible. C'est comme, même si tu n'as pas de subvention, même si tu n'as pas tu sais, même si tu n'as pas les sous, là, le cash pour faire de l'art, tu vas en faire pareil. Là, tu vas être comme « Ah, shit, j'ai pas d'argent, je le fais pas. » Oublie ça. Là. C'est juste que ça va se faire pareil, mais c'est que le monde qui font ça pour des raisons mercantiles vont peut-être être coupés, ce qui était le cas dans le temps. T'sais. Oh oui, les artistes ne faisaient pas grand-chose de toute façon. Exactement, c'était l'industrie qui faisait de l'argent, puis pas les artistes. Fait que, je trouve que c'est comme un peu un retour du balancier, mais c'est un peu en entre-deux. Je pense qu'on n'a pas trouvé encore la bonne façon en ce moment de comme de faire de l'argent avec l'art musical. C'est un peu dans un entre-deux, selon moi. Je pense qu'on va trouver une meilleure formule que les plateformes de streaming qui sont... C'est vraiment pas... C'est pas vraiment bon pour les artistes, je vais vous avouer. Là, c'est comme ça fait partie de la culture. Genre, mais c'est pas vraiment encourager les artistes, en tout cas, ça c'est sûr. Parce que tout le monde consomme c'est ça. Du fast-food. Parce que c'est fou que, tu sais, mettons, aujourd'hui, 1 million de streams, là, c'est énorme, là, 1 million de personnes qui écoutent ta tune, ça rapporte 1000$, là, c'est comme... C'est aberrant, là, tu sais, comme à quel point tu peux entertainer du monde. 1 million de personnes qui écoutent ta musique que tu as faite, mais ça te rapporte juste 1000$, c'est pas normal. Il y a un problème à quelque part. Là. Fait que c'est ça. En espérant qu'on trouve une façon pour les jeunes artistes pour pas qu'ils se découragent. Là, parce que c'est sûr que c'est tough. Là, mettons, tu te fais ton band, puis là, t'es comme Chris, on a 1 million de streams, c'est sick. Tu reçois 1000$. Fait que, c'est en parlant de l'industrie, je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses de la disque? Qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire de mieux? Je sais qu'ils ont une petite initiative. Honnêtement, je sais pas ce qu'ils font. Tu sais pas? Non. Non, je sais que c'est le regroupement des compagnies de disques. Moi, je trouve que ça sert à rien. Là, mais... Ils ont fait une petite initiative récemment, je pense, pour le dernier gala. Ils ont dit, ils appellent ça à disque à l'école. Ils ont fait des capsules sur les nominés, sur les gens qui étaient comme... Puis pour les présenter, pour essayer de vendre un peu la culture, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, de présenter des artistes qui étaient en nomination. Mais on s'entend que c'est... c'est une affaire d'industrie. La disque, c'est le regroupement des compagnies de disques. Donc, à mes yeux, ça n'a aucune valeur non plus, mais je ne veux pas imposer ma façon de voir les choses. Mais non, pour moi, ça vaut rien. Oui, l'expérience avec la disque, la seule fois que vous avez été nominé, c'est pour l'album Motel. C'est vrai. Une super belle anecdote. On n'a pas gagné. Tu as raconté de Paul Darèche, qui était très... Qui nous a trouvé dégueulasse, je pense. Paul Darèche nous a regardé de la tête aux pieds et il a dit « Hey boy! » C'est ça, la relève en country. Check-les, lui. Il a l'air d'une smoke, tu sais, puis il se permet, genre, de... En tout cas. Mais
Mais ouais, puis tu sais, comme quand je suis allé à la 10, quand on était nominé à la 10, encore une fois, je trouvais ça drôle d'être nominé à la 10. Tu sais, j'étais pas comme genre, hey, yes, on a vraiment atteint quelque chose. Puis honnêtement, je pensais qu'on allait gagner parce que je trouvais que notre album était vraiment comme. Oui, parce que c'était le contexte. Le concept et le contexte, puis tout ça était vraiment fort. Je comprends pas comment. Puis tu sais, c'est comme un monsieur mort qui est gagné, là, je sais pas trop. Oui, oui. Mais vous aviez enregistré le motel, le concept de l'album, c'est enregistré dans différents dans des chambres de motel partout au Québec avec des invités, c'est ça, c'était Simon, fou. des trois accords, avec Dumas, ma mère a tremblé. Mais ça me dérange pas de pouvoir gagner un. Je pense que j'aurais honte d'avoir un Félix. Je suis comme content de ça d'en avoir. Écoute, je voulais que la dernière petite pause musicale avant qu'on. Yes. Petite question. Je vais revenir dans le temps de. Tu vas reconnaître ça, l'ESCO. Ça, c'est mes shows préférés. Les shows de Yes Ring, c'est mes shows préférés. Les shows de Yes Ring. J'étais là aussi dans la série de spectacles des 10 ans de. Puis je voulais vraiment démontrer l'esprit, le côté camaraderie qu'il y avait dans ces spectacles-là. Fou, ça. Je trouve que ça démontre très bien une époque. Ça, je m'ennuie vraiment de ça. Ce feeling-là, il est fou. Fucking scared of you. Fucking scared of me. Le tombé dans le fil de mes pensées. Au moins je suis encore capable de rêver. Je me satisfais, les ambitions sur le point de leur journée. Je me satisfais, les ambitions sur le point de leur journée. Je dois travailler pour tes conneries prédestinées. Jamais lâcher, jamais fermer les yeux. Je tomberai jamais les règles du jeu. Fucking scared of you. Fucking scared of me. Mais comme je me plie tes souliers, repère de fête semaine, levez le poing. Venez, jalousie en début, moi je reviens. Fucking scared of you. Fucking scared of me. Fucking scared of you. Fucking scared of me. Et je devrais regarder mes vidéos plus souvent. C'est bon pour mon ego. Non? Ça mène des bons souvenirs quand même. Moi, je l'avais choisi parce que j'aime beaucoup. Je sais que tu aimes un peu moins le premier album. Tu l'avais déjà dit. Ah, mais j'aime cette tune-là. La version est bonne. Moi, je trouvais bien vieilli. Oui, quand je l'avais repris, son version plus country en plus, mieux. Ah ouais, de même est bonne, je trouve. Moi, je m'intéressais beaucoup dans la phrase rebelle de fin de semaine de Ville Point. Ah, c'est vrai, ça marche. Je me considérais aussi là-dedans. Mais
Ouais, c'est fou tu sais, de vivre un enfant de même, pour vrai. Là. Genre, c'est vraiment marquant. Là. Tu sais, comme un bar au complet qui chante tes tunes. Tu sais, moi, mettons, cette tune-là, je l'ai écrit, j'avais 19 ans, là, mettons. Puis là, genre, à 30 ans ou whatever, tu sais, comme un bar au complet qui chante tes tunes que tu as écrit à 19 ans, c'est vraiment quelque chose c'est très marquant puis très difficile à pas vouloir revivre ça, en tout cas, c'est sûr. J'ai pris une chanson qui était francophone, parce que tu enregistres surtout avec ton album solo. T'as fait en fin de compte, moi je trouve tout le temps, je parle avec mon fils qui est derrière toi ici aujourd'hui, qui n'est pas là, mais je parle toujours de la richesse qu'on a, nous autres, en tant que Québécois, en tant que francophone, d'avoir aussi la culture francophone qu'on peut apprécier avec de Xavier Caffey, de machin, de Jean-Pierre Ferland ou Claude Barzotti, en ce qui te concerne, hein, ça a marqué ton enfance. Mais je trouve qu'on a cette possibilité-là, on a cette richesse-là de pouvoir apprécier tout ce qui se passe en Europe, puis aussi ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Tu sais, on a comme cette richesse-là. Oh, oui, vraiment. Puis ça m'a pris du temps avant de célébrer le français, je te dirais, parce que mais j'imagine comme bien du monde ici, tu écoutes plus de musique en anglais quand tu es jeune. Ben, je sais pas si c'est quand tu es jeune ou en général, on écoute beaucoup de musique en anglais. Puis, étant donné que moi, tous mes exemples, tous mes idoles, whatever, étaient anglophones, ben, je voulais faire de la musique en anglais. Et la moitié de ma famille est anglophone, c'était facile pour moi. Mais, puis, on voulait tourner à travers le monde, tout ça. Fait que, tu sais, je suis content de l'avoir fait parce que je pense pas que j'aurais pu faire tout ça en français. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est plus important de faire quelque chose de bon en français parce que il n'y a pas tant d'affaires qui ont été faites que ça. Tu sais, récemment, j'avais un meeting avec quelqu'un qui me disait genre, je me suis parti à un band ska, tu sais. Puis là, ma première question, c'était si tu en français? Il a dit oui, puis j'étais comme, tu sais, honnêtement, nomme-moi-en 5 bands ska en français, puis tu seras pas capable. C'est quand même fou, là, tu sais. Il n'y en a pas. Je pourrais aller en nommer 5. Je pense que je pourrais aller en nommer 3, honnêtement. Fait que, tu sais. Inclus Yellow Molo là-dedans. Ben, non. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est fou, tu sais. Fait que, tu sais, il y a beaucoup à faire en culture en français parce que, genre, il n'y a pas tant d'affaires qui ont été. Il y a même que ce qu'on appelle PL Mafia, qui était très, très bon dans le temps. Puis, tu sais, comme, j'ai vu son shirt de Béton Armé tantôt, tu sais, combien qu'il y a eu de bands oi francophones à Montréal? Tu sais, je veux dire, il y en a quelques-uns. Mais pourquoi que tout le monde trouve ça écœurant, cette bande-là? Parce qu'il n'y en a pas eu d'autres. Tu as l'air d'un génie parce que c'est comme Chris, c'est en français. Alors que ici, mettons, Béton Armé avait chanté en anglais, là, ça passerait un peu dans le beurre. Là. C'est pas parce que c'est pas bon, c'est parce que ça serait parmi, genre, 2000 autres bands. T'sais. Mais là, il y en a combien des bands en français en ce moment actifs qui sont bons? 6? Je veux dire, fait que c'est important, je trouve, de faire des trucs en français à cause de ça. C'est la même chose avec les films, la littérature, n'importe quel. À cette heure, c'est sûr que mon premier réflexe, c'est tout le temps de le penser en français. Parce que, premièrement, c'est unique, comme tu disais. Qui parle québécois? T'sais? Il y a juste nous. Là, moi, quand je vais en France, ils ne comprennent même pas ce que je dis. Fait que, je me dis, j'ai vraiment un avantage. Non, mais c'est vraiment unique. C'est ça qui est cool, je trouve, que d'avoir on est vraiment chanceux là, d'avoir un langage unique à nous, qu'on se comprend entre nous. Puis en plus, mettons, tu te compares au reste du Canada. Le monde ailleurs dans le monde, ils vont nous dire « Ah, vous êtes Canadien. » Mais Chris, qu'on n'est pas Canadien. Là, unique, ça n'a aucun rapport, le Canada. Là, j'étais allé récemment à Ottawa, puis genre, je me sens zéro connecté à eux. Là. Connecté sur la culture américaine, à cause de la langue. Exact. Ils n'ont pas leur propre culture. Nous, on a notre propre culture. Que ce soit les séries télé, que ce soit tout le reste. On est bien plus évolué. C'est con à dire, là, mais eux, ils trippent encore sur l'armée, puis genre sur le... Ils sont genre comme, yes sir, il n'y a personne au Québec là, qui fait ça, ou presque, genre, il y a quelques coucous, là, mais je veux dire, on est quand même plus évolué que le reste du Canada là, comme société. Là. Fait que je trouve que c'est comme une affaire à être fier, vraiment. Là. Tout à fait, je suis bien d'accord avec toi. Écoute, je voulais revenir une dernière fois sur Trouver pleurer devant du pain. Il y a un élément qui revient souvent, je pense, c'est la famille. Tu parles beaucoup de tes enfants, tu parles beaucoup, c'est un des gros facteurs qui permet un peu qui t'a permis de décider, en fin de compte, qui t'amène vers cette décision-là d'arrêter la maladie de l'RS, comme tu disais tantôt, je pense avoir fait le tour aussi. Je ne sais pas si tu avais déjà vu aussi, il y avait un documentaire qui avait été fait dans les années 2000 sur The Other F Word. Oui, j'ai déjà vu. Qui était sur la paternité. Et on voyait Flea Lars au parc avec son fils. Oui, c'est ça. Pat Mike, c'était basé sur un peu l'histoire de... Je suis pas sûr qu'ils se sont bien occupés de leurs enfants, eux autres, mais c'est un autre sujet, mais ouais. Mais toi, je voulais voir, écoute, le facteur paternité, qu'est-ce que ça a changé pour toi à partir de ce moment-là que tu as commencé à penser? Je te dirais que ça a tout changé.
en fait, c'est, même aujourd'hui, puis genre, ça va avoir l'air super négatif, mais je suis pas sûr que j'aurais beaucoup de raisons de vivre à part de m'occuper de mes enfants puis de les voir grandir. Puis, tu sais, moi, à l'âge du monde ici, je voulais pas d'enfants, puis j'étais comme, mettre un enfant au monde dans notre société. Non, c'est pas drôle. Mais, tu sais, genre, je trouvais que c'était pas une bonne décision, tout ça, jusqu'à temps que j'aie des enfants. Puis là, tu sais, premièrement, avoir des enfants, ça fait que tu arrêtes de focusser sur toi-même, là, qui est comme la meilleure affaire que tu peux faire au monde. Puis aussi, ça t'ouvre à peu près, genre, 60% des émotions humaines que tu savais pas qu'ils existaient parce que tu pensais juste à toi, puis tu n'avais aucune idée c'était quoi l'en carry à propos de quelqu'un d'autre, là. Puis je juge pas le monde qui n'a pas d'enfants parce qu'ils savent pas c'est quoi, ils peuvent pas savoir. Sauf que je pense que l'expérience humaine complète, c'est avoir des enfants, très honnêtement. Puis, ben moi, c'est ça. Ça m'a donné une raison de vivre, ça m'a donné une raison de ne pas fucker up, ça m'a donné une raison de réussir des choses, d'être une bonne personne, tu sais, tout, là. Dans le fond, c'est la meilleure affaire que j'ai faite de loin, là. Puis, c'est comme je te dis, c'est comme là, j'ai beaucoup de problèmes de maladies. Puis des fois, je suis vraiment découragé, là, puis je suis comme, Steven, tu sais, j'ai de la misère à me lever tous les matins de ma vie. Puis la seule affaire qui me dit, genre, ben non, je peux pas, genre, laisser tomber, c'est parce que j'ai des enfants, là, parce que je veux les voir grandir, parce que, genre, je veux pas leur faire de la peine, tu sais. Fait que je vous conseille fortement d'avoir des enfants. C'est vraiment le fun. Puis, tu sais, je sais que ce qui s'en vient devant nous dans la planète, ça peut être épeurant, là. Sauf que je pense que ça va l'être moins avec des enfants, très honnêtement. Il ne faut pas s'arrêter à ça, je pense. Puis récemment, j'ai eu une nouvelle paternité, puis ma blonde me remercie, je rentre dans le personnel, mais merci beaucoup de lui faire vivre cette expérience-là. Elle ne croyait plus à 40 ans avant de me rencontrer, mais j'avoue que moi aussi, j'ai réapprends avec un grand 19, un petit 3 ans maintenant. J'avoue que ça... Puis je trouve que tu deviens vraiment toi-même. Puis en plus, moi, je m'ennuyais énormément d'être un enfant. J'ai vraiment aimé ça, être un enfant. Puis... j'ai eu mon premier fils à 25, puis là, j'étais comme, yes, je peux comme retomber un peu en enfance, retriper ces affaires que je tripais, puis ça m'a fait redevenir qui j'étais pour vrai, comme toute l'espèce de vingtaine, le début vingtaine pour moi, que j'essayais d'être un adulte, puis d'être comme cool, puis tout ça. On dirait qu'une fois que tu as des enfants, c'est comme, je m'en crée ça, je veux juste m'occuper de mes enfants comme du monde, puis puis moi, en plus, j'ai pas eu une enfance facile. Tu sais, genre, j'ai pas de relation avec mon père. Mon père était violent, tout ça. Fait que je voulais comme casser ça aussi. Tu sais, je me suis comme dit, ma mission, c'est de casser moi ce que j'ai vécu, puis que mes enfants, eux autres, puissent être heureux, puis vivre une vie simple, puis après ça, avoir des enfants, puis que ça continue positivement. Tu sais, fait que, meilleure affaire que j'ai faite de loin. Excellent. Écoute, en terminant, je sais que tu veux te consacrer de plus en plus aux arts visuels. J'ai vu que tu avais une bonne porte d'entrée, puis qui t'a fait connaître. Il y a un poème là-dessus qui parle un peu de comment tu t'es fait connaître autrement par d'autres personnes. Puis écoute, j'en parlais pas plus tard, quelqu'un tantôt, un appariteur qui m'a aidé à montrer la place. Puis il a fait l'émission, il peignait en direct. Ah oui, à JC. La joie, JC pour les intimes à TVA Sport, puis que ça t'a amené un autre public, je pense bien que ceux qui ne te connaissaient pas. Mais comment tu vois ça? Comment tu vois l'avenir par rapport à ça? Puis, écoute, la grosse question, c'est quoi ton prochain rêve, ton accomplir avec ça? J'y pensais même cette semaine parce que je me pose tout le temps la question, qu'est-ce que je veux faire après? C'est sûr que mon idéal, mettons, dans la vie, serait juste de faire de l'art visuel. C'est ça que j'aimerais mieux faire. Si je pouvais me lever le matin, penser à des idées, faire des toiles, faire des dessins, aller me coucher le soir, je serais vraiment heureux. Sauf que, je veux dire, il y a une réalité financière là-dedans. J'en vends quand même pas mal de l'art visuel, mais pas assez pour l'instant. Fait que c'est ça qui m'intéresse le plus, je te dirais, en ce moment. C'est ce qui me rend le plus heureux. C'est ce que je trouve le plus simple aussi, comme, mettons, physiquement. Là, je reste chez nous quand je fais ça, ce qui est quand même bien. Fait que oui, ça serait ça. Sinon, au niveau futur, mettons, ce que je voudrais accomplir, j'ai pas mal fait le tour. Non, mais j'ai pas mal tout fait ce que je voulais, honnêtement. Fait que j'aimerais ça juste être surpris. Là. Comme je suis ouvert à être surpris. C'est sûr que je vais écrire d'autres livres, c'est sûr que je vais faire d'autres œuvres d'art, c'est sûr que je vais continuer à m'occuper du poudre jusqu'à temps que je me tanne. Puis, peut-être que je vais refaire d'autres musiques si ça me tente. À un moment donné, là, ça ne me tente pas, mais ça va peut-être me tenter. Mais c'est un peu ça, un peu aussi. Mon message en général aux jeunes et aux gens, c'est comme de rester juste un peu à l'affût. Je trouve que de trop te canter dans une affaire, ça t'empêche de faire d'autres choses. Puis c'est pour ça que je voulais pas arrêter de faire de la musique, parce que ça occupait trop ma tête, puis ça occupait trop mon esprit. Je pensais tout le temps à ça.
Fait que je m'empêchais de faire d'autres affaires, mais tu sais, d'être ouvert à un peu n'importe quoi, puis de prendre des chances, prendre des risques, puis d'essayer de collaborer avec du monde que tu trouves que ça ne fit pas tant. Des fois, finalement, c'est le meilleur résultat, ou d'aller dans, tu sais, mettons, tantôt je disais, je fais pas de danse, là, mais mettons, je me ferais approcher par quelqu'un dans le monde de la danse pour dire, ça te tente-tu d'essayer de monter un projet? Nanana? Probablement que je le ferais pour voir où ça irait, tu sais. Fait que je trouve que c'est ça qui est intéressant dans l'art, c'est de rester ouvert à toutes les possibilités, puis je pense que c'est là que tu sors les meilleures affaires, au lieu de rester stické à ton idée du départ, tu sais. Hugo, merci Hugo. Merci. Je voulais d'abord, il y a des questions. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, allez-y. Je ne vais pas vous niaiser, là, je prends promis. T'attends ça? Vas-y. Vas-y. Ben, on t'entend, hein? Moi, ça me On va. t'entend bien. Sinon, l'enregistrement, c'est pour l'enregistrement, mais ça va. Ah, je vais répéter la question avant. Ben, si tu tiens, veux. si tu veux t'approcher, bon, je peux. Tu veux apporter le micro? Ben, viens prendre-le. Viens prendre-le, puis mets-toi à l'aise avec. Ok, super. Ben, merci beaucoup. On T'es- a entendu papa? Ouais. Très bien. Ok. Tu joues-tu la musique? Non, je joue pas de la Ok. musique. Je suis vraiment proche de ce monde-là à ce point-ci. Je me suis comme juste entouré de musiciens. Là. C'est Ok. surprenant que Que tu n'as pas je commencé finisse encore? pas. Ouais, c'est ça. J'approche dans ma tête comme l'éventualité. Ça te tente. Ça me tente. Je te Ça me tente comprends. pas mal. Chaque fois que je vais avoir un show, que je vais avoir une pratique de mes amis, c'est sûr, c'est un genre de musique, je trouve, qui est très entraînant aussi. Tu sais, c'est quelque chose qu'on veut souvent horizontal, tu sais, où le message qui est passé souvent, c'est on est sur le stage, mais dans un an, ça peut être toi qui es sur Oui, le oui, stage exactement. aussi, tu sais. Exactement. C'est exactement ça le but. Ce qui m'a autant attiré Je comprends. dans ce milieu-là, je dirais. Une question que j'avais pour commencer, si tu avais des recommandations, 3 bands punk, montréalais, Oh. québécois. Mettons à quelqu'un qui a jamais écouté ça, là, mettons, là? Ou genre à toi. Ben, Qui était déjà intéressé. J'ai un chandail de béton, Ben, c'est là, ça. mais je connais pas tout le monde. Ok. Peut-être des nouveaux de la dernière année. Oh ou shit, quelque c'est chose tough comme ça, hein? En ce moment, qu'est-ce qui. Aïe, aïe, c'est vraiment difficile en ce moment. Qu'est-ce qui m'intéresse, donc? Ben, en montant le festival, mettons, Ouais. j'imagine que tu as découvert des trucs. Ah, un ben on petit en peu. découvre toujours, toujours, toujours. Ben, tu sais, moi, je trouve qu'en ce moment, mettons, il y a No Waves qui est intéressant, là, qui est des jeunes de comme peut-être 20, là, je sais pas quel âge qu'ils ont. Initialement, on était comme, ils ont 15 ans, mais là, ça fait 10 ans qu'ils ont 15 ans, je pense qu'ils Ouais. l'ont plus. Mais, ouais, No Waves, je trouve ça vraiment cool. Ok. Sinon, ben, Conflit majeur, je trouve qu'ils ont des bonnes tunes. J'aime beaucoup Conflit Ouais, Majeur. je pense qu'ils vont arriver à m'amener à quelque chose de fou. Je pense qu'ils ne sont pas encore arrivés, mais tu sais, ça pourrait être comme les prochains Vulgaires Machins, je pense, Conflit majeur. Je trouve que le chanteur, il est full charismatique, il est full beau, là, ça n'a pas rapport, mais oui, ça a rapport dans le sens qu'on veut voir quelqu'un de quand même cool sur un stage. Ben, Puis je trouve qu'ils savent écrire des tunes. Sinon, ben, tu sais, c'est sûr que je trouve que tu sais, comme No Bro puis les Shirley, que c'est comme deux bands avec plein de filles qui sont comme un peu dans les bands de un et l'autre. C'est comme très intéressant aussi parce que ben, c'est toutes des filles, puis genre, ils ont un véritable succès. Fait que, tu sais, je trouve quelqu'un qui connaît, puis c'est quand même plus du rock, là. Quelqu'un qui écoute pas trop de punk, je trouve que ça pourrait être une bonne porte d'entrée quand même. ouais. Ben, super, merci. Puis je ferai de la pub pour Conflit Majeur aussi parce qu'ils sortent un album. Bon, ben, tu vois, fait que peut-être je sais pas l'album. s'il est déjà sorti ou s'il sort Je pense bientôt, pas qu'il là. est sorti, là. Premier album, Pâte à modeler. Très bon, je recommande. Mais c'était un hippie, puis c'est ça. Là, ils vont avoir un album, je pense. Là, c'est un vrai C'est ça. album de 10 tunes, là, mais ouais, super. Il joue à soir d'ailleurs, je pense. Il joue au Cégep du Vieux, je pense. Ah à oui, ça. c'est ça. Ok, c'est parce qu'il m'en avait parlé de ce show-là Mais là, en plus. on là, n'est pas mais live, fait que ça donne Je pense rien. que c'est de- justement le show où ils jouent leur album pour la première fois. tu vois. Fait que, super. Deuxième question. Comment tu vois ton rôle changer un peu en vieillissant dans la scène du punk? Ben, une façon que tu le fais, c'est avec ce festival-là. Oui, Justement, c'est une définitivement. façon, j'imagine, de pouvoir donner maintenant à une scène qui t'a probablement donné beaucoup. Ben, je te dirais qu'il m'a pas donné assez, en fait. Moi, c'était un peu ça, ma mentalité. Je trouve que quand j'étais jeune, que j'étais arrivé dans la scène punk, j'étais très idéaliste. Là. Je pensais que tout le monde était smart, tout le monde allait s'entraider. Puis finalement, j'étais un peu déçu de ça. Je trouvais que les vieux se moquaient des jeunes, te regardaient de haut, ils te disaient genre, t'étais pas là, toi. J'étais quand même, mais Chris, j'étais pas né, qu'est-ce que je te dis? Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours un peu voulu pas faire ça. Là, fait que j'aime beaucoup aider les jeunes. Tu sais, j'ai plein d'amis plus jeunes que j'ai aidé leur band, que j'ai aidé leur carrière. Tu sais, je réalise des albums pour des bands plus jeunes. Fait que je trouve que c'est vraiment important parce que veux pas, tu as une connaissance que d'autres mondes
qui commencent ont pas. Fait que, tu sais, puis, tu sais, je suis très peu compétitif. Fait que mon but, c'est juste comme, j'aimerais ça que d'autres mondes vivent ce que moi j'ai vécu, en fait, là, tout simplement. OK. Super. Aussi, on en parlait tantôt du genre punk comme tel, comme un style musical, mais on parle de punk, puis on nomme des groupes aussi. C'est tellement mélangé en ce moment. Je trouve que les gens, quand je vais voir des shows, je pourrais pas dire ce qu'ils font la plupart du temps. Exact. Est-ce que c'est du metal? Est-ce que c'est du hardcore? Est-ce que c'est du punk? Est-ce que c'est du shoegaze? C'est vraiment tout mélangé. Là. Fait que, est-ce que tu es vraiment capable de dire à ce point-ci qu'il y a un style punk Ah, pas vraiment, non. pur à Montréal? Pas vraiment, non, justement. Puis, tu sais, moi c'est quelque chose qu'en vieillissant, est venu qu'à un peu me déranger, les étiquettes. Là. Je trouve que c'est un peu... Ben, c'est une affaire que je trouve qui est normale dans ta jeunesse parce que tu veux, comme justement, faire partie d'une affaire, puis c'est plus facile de se dire, OK, nous, justement, on fait du post-punk. Puis là, tu as tous les codes associés à ça. C'est plus facile à suivre. Mais en général, les artistes qui sont les plus intéressants, je trouve que c'est ceux qui mélangent toutes ces affaires-là. C'est très rare, je trouve, qu'un artiste qui est dans une affaire très précis est intéressant, parce que ça va être très souvent de la répétition de quelque chose qui a déjà été fait. Ouais, Fait que moi, je trouve ça le fun d'aller voir un show, justement, puis qu'il y a un band genre emo, un band hardcore, un band metal, tu sais, puis peu importe, je trouve pas que c'est important que ça soit tout le temps la même chose. Je trouve que c'est au contraire, c'est plus le fun que ça soit varié. Là. Ben oui, définitivement. Ben, tu sais, ça donne plus de liberté de ne pas te mettre dans une boîte. Exactement. Puis tu sais, à la base, si tu regardes les débuts du punk, les bands se ressemblaient pas un à l'autre. Tu sais, les Ramones, ça ressemble pas aux Cramps, là, puis ça ressemble même pas à The Clash, puis ça ressemble pas aux Sex Pistols. Les 4 bands, ça ressemble pas. C'est juste, il y a de la disto, c'est un peu plus rapide, puis il y a comme une espèce d'imagerie un peu plus trash que le rock classique. Mais musicalement, ça se ressemble pas vraiment. Fait que tu sais, je trouve que, direct au départ, c'était quand même assez varié. Là. Fait que je trouve ça cool que ça continue d'être de même. Oui, moi aussi. Peut-être une dernière. Moi, je m'intéresse quand même au discours dans la scène du punk. Puis j'ai de la misère à avoir une clarté de discours peut-être en ce moment sur ce qui est important, ce qui doit changer, ce qu'on veut voir comme changement social. Il y en a. Clairement, l'inclusivité, c'est un truc qui rentre là-dedans. Qui est assez commun en plus, oui. On va parler de l'inclusion LGBTQ2S+, dans les shows, ce genre de trucs-là. Est-ce qu'il y a d'autres formes que tu verrais qui sortent ici et là? Ben, tu sais, je pense que c'est un peu... comme je disais tantôt, tu sais, c'est un peu chacun son affaire, dans le sens que je trouve pas que c'est nécessaire d'avoir un espèce d'agenda politique ou d'une vision. Je trouve qu'il y a des bands, mettons, pop-punk, qui font des trucs genre juste des tunes d'amour qui sont intéressants, puis je trouve que c'est un band punk pareil, tu sais. Ben oui. Sauf que, de façon générale, je te dirais que la mentalité que, selon moi, fait partie du punk, c'est de questionner le statu quo, puis de questionner les valeurs traditionnelles et la culture traditionnelle. Fait que, tu sais, en ce moment, c'est sûr que, mettons, que tu es dans un band punk, mais que tu es un peu, mettons, contre l'inclusion ou contre les trans, whatever, je trouve que tu es vraiment à côté de la track. Tu devrais pas être dans ce mouvement-là. Tu te fais mettre à côté de Mais la ça doit track. exister. Ça doit exister, tu sais, je le sais Je pas. sais Là. pas si tu suis... c'est quoi? Spewer. C'est comme une page Instagram qui donne toutes les OK. punk. Ah oui, oui. Je sais c'est qui le gars de CJLO, là, oui. Exactement. Puis justement, c'était un truc qui avait sorti dernièrement, un band qui était... Genre des anti-trans, nazis, mettons, là. genre, Ouais, c'est ça. ou quelque chose. Mais ça a toujours existé, parce que dans le fond, tu sais, le punk part d'une frustration souvent. Fait que, tu sais, si t'es pas trop au courant, je fais ça comme si t'étais mon gars, mais mettons que t'es pas trop au courant des codes, puis whatever, puis t'es juste frustré, ben ça se peut peut-être que tu fasses un band punk avec des valeurs, mettons, conservatrices. Mais je trouve que ça c'est vraiment non accepté. Ouais, non, ça, je pense Ça, c'est pas hors que de ma ça scène. rentre non plus, là. Mais sinon, tu sais, je veux dire, je trouve que c'est ça, tu sais. Moi, j'aime full, mettons, des bands de féministes au bout qui parlent juste de ça dans leur tune, qui sont en crise contre les gars, puis je trouve ça vraiment cool. Mais j'aime aussi, comme je te disais, des bands pop-punk un peu stupides, parce que ça a toujours fait partie du punk aussi, tu sais. Alright. Je peux-tu en rajouter une? Moi, ça me dérange pas. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Peut-être je prends beaucoup à la parole. Non, Ok, peut-être. ben, Je pense que t'es rendu Je vais en animateur. profiter de bon. Alright. Vas-y. Moi, je vais skipper ma Euh, question en rafale. Moi, j'avais ça au cas où. Mais... Ok. Moi, il faudrait aller aux D'accord, toilettes, ouais, par je suis exemple, en train de bientôt. faire fait que ta je peux jeune, répondre dans à le une fond, question. Excuse-moi.
Je pensais aussi, tu sais, tu disais que pour toi, le punk, c'était un genre de musique. Ouais. Moi, j'avance à étudier ça, puis à en écouter, à lire des articles là-dessus. Puis je vois aussi quelque chose qui revient, une méthode, une façon de faire peut-être. OK. Ils appellent un peu le do-it-yourself. Oui. Est-ce que pour toi, c'est partie intégrante? C'est partie intégrante, mais c'est pas essentiel, selon moi, dans le sens que, tu sais, parce que do it yourself, en vrai, là, c'est juste personne, tu sais, initialement, là, c'est mettons, OK, tu es un band punk, puis là, il n'y a pas de compagnie de disques qui veut te signer, il n'y a pas personne qui veut booker tes shows, donc tu le fais toi-même parce que tu veux quand même te diffuser. Sauf que, mettons, exemple, on a signé sur Fat Records, c'était une compagnie de disques qui payait pour nous, qui faisait tout. Est-ce que c'était plus punk à cause qu'on le faisait plus nous-mêmes? Pas vraiment, tu sais, ça restait de la musique punk, puis c'est juste que, tu sais, c'est un peu... je trouve que c'est important dans le mouvement, mais c'est pas obligatoire. Je trouve que, tu sais, si t'es chanceux, toi, tu pars ton band, puis que moi, je suis comme, hey, moi, je vais être ton agent, puis je vais te faire signer un record deal sur Epitaph, puis ta carrière est partie, tu vas pas être comme, ben peut-être, là, mais tu sais, genre, non, moi, je veux tout faire moi-même, tu sais. Peut-être, là, mais je sais pas si... Il y en a qui font ce choix-là, mais il y peut-être. en a pas beaucoup. Là. Mais en général, sans rare. juger ça, c'est plus par manque de offre, tu sais, genre, t'as pas d'autre façon, donc tu le fais toi-même. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, j'organisais mes propres shows, je sortais mes propres disques parce qu'il y a personne qui voulait le faire. Là, c'était pas parce que, genre, j'étais comme, ah non, je veux pas d'aide, je veux tout faire moi-même, tu sais. Au bout de la ligne, j'ai tout appris de même, fait que c'était bon. Sauf que j'aurais aimé ça avoir de l'aide, je pense. Oui, évidemment. J'aurais aimé ça pas tout faire myself, tu sais. Ouais. Mais si je pense à un exemple de ça, pour moi, ce qui revient, c'est la méthode de Fugazi un petit peu. Oui, oui. De do-it-yourself, mais avec le do-it-yourself, c'était de partir une maison de disques. Exact. Mais dans la maison de disques comme telle, comment c'est géré? T'sais? Est-ce qu'on profite des artistes? T'sais? Non, on est vraiment là en soutien pour aider leur carrière puis aider une communauté qui nous a rendus populaires aussi. Exact, sauf qu'une fois que tu es, mettons, tu sais, que là, tu parles de Discord, mais tu sais, mettons que toi, tu es un band sur Discord, est-ce que tu le fais yourself ou c'est quelqu'un qui le fait pour toi? Parce que tu comprends ce que je veux dire? Je ne sais pas exactement. C'est là que, tu sais, je trouve que c'est comme, c'est un peu lancé à toutes les sauces, mais tu sais, je trouve que c'est important, mais qu'il faut... Apprendre avec un grain de sel. Oui, quand même. Pas tasser. Mais je le conseille, par contre, à tout le monde de tout faire eux-mêmes au début parce que tu vas tout apprendre. Puis là, tu vas plus comprendre c'est quoi organiser un show, faire un album, tout ça. Si tu sais tout comment ça fonctionne, bien, premièrement, tu vas moins te faire fourrer après. Puis deuxièmement, ben, tu vas être capable de le faire pour toi et pour d'autres mondes. Tu sais, que ce que je fais moi, dans le fond, aujourd'hui, tu sais, je l'organise pour d'autres mondes. Là. Mon festival, c'est pas pour moi. Tu sais. C'est ça. Ben, merci beaucoup. Écoute, on va devoir clore là-dessus parce qu'il s'approche 2 heures. On va faire un moi, tirage. je voulais juste te remercier d'avoir répondu à tout ça. J'avais terminé pour ça. Excellent. Merci, c'était excellent. Moi aussi, Hugo, je veux te remercier sincèrement d'avoir ta présence, d'avoir été là. Merci. Puis, comme je pense que je veux faire une allusion à la conclusion de ton livre, je pense que moi, dans ma vie, puis surtout dans certaines personnes, pas nécessairement ici, mais d'autres, t'étais genre plus une petite montagne qu'un simple grain de sable. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, Hugo. Merci. Merci.